Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, makingstarwarsfrance.net et Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away, there has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The Force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. May the Force be with us. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition Gamers numéro 9 qui sera consacrée au jeu Battlefront 2 de EA. Ce soir, pour discuter du jeu, je suis accompagné de Julien Dor. Bonsoir Julien. Bonsoir Jean-François. Et de Danny Pépin. Bonsoir Danny. Bonsoir Jean-François et bonne année à vous deux. Merci, bonne année. À toi aussi. Alors messieurs, que s'est-il passé de côté Star Wars pour vous dernièrement, Danny? Moi, étant donné que j'ai travaillé entre Noël et le jour de l'an et en plus j'ai fait quelques petites rénovations à la maison, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'aurais aimé faire. Habituellement, pendant ma pause du temps des fêtes, je fais des Star Wars en direct express sur les produits, souvent les livres et les miniatures qui ont sorti par rapport aux plus récents films. Donc j'ai pas eu le temps de faire ça. J'ai quand même vu The Last Jedi 2 fois, donc je me suis permis au moins 2 visionnements. J'ai eu le temps de finir les romans From a Certain Point of View et Legend of Luke Skywalker qu'on devrait parler bientôt. Et je me suis tapé le dictionnaire visuel de Last Jedi, qui est quand même bien. On n'apprend pas grand-chose, mais ceux qui font des costumes ou quoi que ce soit, c'est quand même toujours intéressant ce genre de livre-là. Évidemment, j'ai joué un peu à Battlefront 2, surtout la campagne. Mais j'ai aussi joué un peu au multijoueur quand même. La campagne a fait que je me suis amélioré un petit peu côté first person shooter au sol. Donc ça me permet un peu de jouer au multijoueur et d'être un petit peu plus compétitif, mais encore là je suis loin des standards. Finalement, j'ai pas eu le temps de déballer mes 5 derniers vaisseaux d'Exo miniature, donc les 2 de TIE Silencer puis le Resistance Bomber de Last Jedi et les 3 autres de la vague précédente, Kimoglia Fighter, le Gunship et le Phantom 2. Voilà, c'est ce qui complète un peu ma pause du temps des fêtes. Il y a beaucoup de choses quand même, mais j'ai pas eu le temps de tout faire. Là. Et toi Julien, de ton côté? Alors moi, si on prend juste le niveau gamer, j'ai pas mal joué à Battlefront 2, dont on va parler aujourd'hui, donc je vais pas continuer sur le sujet. Si je continue, toujours du côté X-Wing, hein, je pense que s'il y a des gens qui commencent à suivre les gamers, ils savent que j'ai une particularité à jouer beaucoup à X-Wing, donc là, en plus, avec la sortie de la vague 12 et de la vague 13, ça a encore plus embelli le jeu, on va dire. Donc malheureusement, j'ai pas la vague 13, donc merci les approvisionnements au Québec, hein. Pas de TIE Bomber et TIE Silencer pour Julien, malheureusement. Sinon, j'en profite pour ceux qui jouent à sa X-Wing miniature. Il y a une nouvelle FAQ, enfin nouvelle qui a commencé maintenant, il y a quelques semaines, peut-être un mois maintenant. Donc il y a une nouvelle FAQ. Ouais, voilà. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas ce que c'est une FAQ, c'est en fait Fantasy Flight Games, l'éditeur sort régulièrement des mises à jour pour essayer de rééquilibrer le jeu. Donc c'est des cartes qui sont modifiées, donc le texte sur la carte reste le même, mais si vous jouez avec les dernières règles, il y a des petites modifications qu'il faut prendre en compte. Vous trouverez ça sur le site de Fantasy Flight Games qui met en avant la FAQ. Et par exemple, dans la dernière FAQ, qu'est-ce qu'il y a comme grosse nouveauté ? On a par exemple le Jump Master, donc le vaisseau de
Dengar, une espèce de Punishing One, le Punishing One là, qui s'est fait, qui a reçu, qui s'est fait un peu descendre, on va dire ça comme ça, puisqu'il a perdu plusieurs améliorations, dont le droïde, les missiles et les choses comme ça. Il y a quelques ajustements au niveau des règles aussi, des choses comme ça. Il y a une carte qui était beaucoup dans les tournois en première position du côté impérial, qui est Targeting Synchronizer, qui était utilisé avec Dark Vador. Enfin bref, il y avait un combo assez incroyable qui a été complètement détruit avec la nouvelle FAQ. Donc voilà, donc j'invite les auditeurs à aller vérifier cette FAQ si ça les intéresse. Vous allez voir, c'est super simple. Vous cliquez sur le lien, c'est un PDF. Vous avez en jaune ce qui diffère du règlement de base, donc ça vous permet tout de suite de vous situer sur ces choses-là. Sinon, niveau Star Wars, évidemment, il y a eu un nouveau film qui est sorti, donc je pense que je l'apprends à personne. Donc The Last Jedi, puis moi aussi je me suis permis d'aller le voir 2 fois, une fois en québécois et une fois en anglais. C'est pas mal ce que j'ai fait ces derniers temps, niveau Star Wars. Parfait, merci. De mon côté, comme vous, j'ai vu The Last Jedi, je l'ai vu 2 fois. Une fois, j'étais avec mes filles qui ont plus ou moins aimé. Ils ont trouvé ça long. Mais sinon, j'ai joué à Battlefront, surtout pour préparer pour le podcast. Donc, j'ai essayé tous les modes que j'avais pas tout essayé avant. Puis, c'est pas mal tout ce que j'ai en ce moment. Je vous rappelle nos plus récentes émissions. On a le Star Wars Rebels numéro 15, où Céline, Jérémy, Sylvain et Thomas discutent des 9 premiers épisodes de la 4e saison et dernière saison de Rebels, qui recommence à la fin février d'ailleurs. Et aussi le Star Wars Making of numéro 4, qui est consacré à l'Empire contre-attaque, où donc Martin et Margot continuent leur récit de la production de l'arrière-scène des films Star Wars, et cette fois, ils se concentrent sur l'Empire contre-attaque. J'en profite pour remercier nos partenaires Mint Inbox, Star Wars HoloNet, SiteClan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Making Star Wars, France, Génération Star Wars et Science-Fiction. Et sur ce, on y va en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, notre sujet principal est Battlefront 2. La première partie que nous allons discuter est bien sûr la campagne. Alors, je vais faire un résumé de l'histoire de la campagne du jeu, mais aussi du contenu téléchargeable de Last Jedi, car il y a une deuxième partie de la campagne sur ce contenu-là. Alors, je tiens à aviser nos auditeurs qu'il va y avoir un spoiler pour l'histoire, donc si vous n'avez pas complété la campagne et vous ne voulez rien savoir, je vous conseille d'avancer un peu plus loin pour le podcast. La campagne. Le tout commence, on voit Iden Versio, qui est interrogé par des droïdes sur un vaisseau Mont Calamari, des rebelles. Ensuite, on la voit, elle active son droïde, qui est comme un mini probe droid, qui réussit à la faire sortir de sa cellule. C'est là qu'on apprend qu'elle est capturée, puis elle s'est fait capturer intentionnellement parce qu'elle veut effacer une transmission impériale qui révèle les plans de l'empereur pour Endor. Donc, elle réussit à effacer les plans, elle se sauve du vaisseau et elle est interceptée par le Corvus, qui est le vaisseau de Inferno Squad. C'est à ce moment-là qu'on découvre les autres membres du Inferno Squad, qui est Gideon Hask et Del Meeko. Ensuite, on se retrouve sur Endor. Eden, Hask et Meeko sont autour du périmètre du bouclier, le Shield Generator qu'on voit dans le Retour du Jedi. Et ils sont en état de choc lorsqu'ils voient l'étoile de la mort exploser. C'est à ce moment-là que le vice-amiral Sloan ordonne le retrait des forces impériales et que Inferno Squad réussit à s'échapper dans des TIE Fighters qui étaient sur la planète. Le Corvus il est attaqué par les rebelles, mais ils réussissent à s'échapper. Ensuite, Eden rencontre son père, qui est l'amiral Garrick Versio, sur le Star Destroyer Eviscerator. L'amiral confirme à Eden que l'empereur est bel et bien mort. On voit un droïde messager qui montre un hologramme de l'empereur qui donne l'ordre de commencer l'opération Cinder. Donc, ensuite, l'amiral Versio envoie Eden dans un chantier naval pour protéger le Moth Wraith et son Star Destroyer, le Dauntless, qui contient les satellites expérimentaux
pour l'opération Cinder. Évidemment, le Dauntless se fait attaquer par les rebelles. Aiden a réussi à embarquer à bord avec Ask du croiseur rebelle et d'éliminer les canons et ions. Ensuite, ils ont l'ordre d'attaquer la base impériale pour permettre au Star Destroyer de s'échapper. Et le Dauntless a réussi à détruire le croiseur rebelle. Et c'est à ce moment-là que l'histoire commence à... diverger en parallèle. Diverger en parallèle, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, donc Miko, qui est un des membres de l'Inferno Squad, il est envoyé sur Pilio. Et il doit détruire la base. Il y a une base secrète de l'Empereur sur la planète, donc il doit la détruire. Et évidemment, il arrive face à face avec Luke Skywalker. Et Luke l'aide à désarmer le système de défense de la base. Pendant ce temps-là, il y a comme les créatures, c'est comme des insectes de la planète qui sont perturbés par le système de défense puis qui attaquent évidemment Miko et Luke. Lorsqu'ils rentrent dans la base, Luke trouve un compas. C'est le fameux compas qu'on voit dans le film Les Derniers Jedi. Il donne dans le fond, ce qu'il dit à Miko, c'est que t'as le choix de faire ce que tu veux. Miko... Ça, c'est des observatoires. Je sais pas si tu te souviens dans Aftermath Empire's End, il mentionne que l'Empereur a plusieurs observatoires où est-ce qu'il y a des items particuliers par rapport à la Force. Puis ça, probablement que c'est un des observatoires de l'Empereur. Ouais. La mission s'appelle The Observatory. Ouais, et voilà. En anglais. Ouais. Ensuite, Miko rejoint l'Inferno Squad, puis ils sont envoyés sur la planète Vardos. Ils doivent récupérer un politicien qui s'appelle Gleb. C'est un formateur, je crois même. Hein. C'est plus qu'un politicien, je crois que c'est même un formateur, enfin une espèce de professeur qu'il y a, parce que sur Vardos, tu as une espèce d'académie impériale. Académie impériale, ouais. Ouais, t'as une académie impériale et la personne qu'ils doivent récupérer... c'est un format, enfin, toi, de ce que j'ai compris, c'est un formateur de l'académie impériale, mais de haut niveau. Ça, c'est comme si c'était le directeur de l'académie ou le grand chef de l'académie, en fait. Ouais, pas mal ça, ouais. Ok, parfait, merci. Évidemment, ils sont sur Vardos et les satellites de l'opération Cinder commencent à détruire la planète avec des tempêtes. Aiden et Miko tentent d'évacuer les civils. Mais Jean Ask est pas d'accord et il est trahit. Faut savoir en fait que la mission principale était juste et uniquement de sauver le grand ponte. Là, la personne est uniquement cette personne de Vardos. Et en voyant la planète détruite, t'as Aiden qui se dit on a de la place dans le vaisseau, embarquez tout le monde. Et ça plaît pas vraiment, du coup, il y a un début de trahison, là, enfin, il y a une trahison même complète, puisque c'est à ce moment-là qu'Aiden se retourne sa veste. Il faut pas oublier que Vardos, c'est la planète natale d'Aiden Versio, donc oui, c'est vrai. Pour elle, c'est son peuple aussi qui se fait incinérer. On pourrait pratiquement traduire Operation Cinder par Opération Incinération aussi. Non, c'est Opération Cendre en français. Cendre? Okay. Effectivement, puis justement, lorsque Aiden avoue cette attaque, elle puis Miko décident de s'échapper et sont maintenant des traîtres de l'Empire. Coup de théâtre, ils tentent de rentrer en contact avec l'Alliance rebelle et ils rencontrent Lando, qui leur donne le choix de soit arrêter l'opération Cinder ou de s'échapper puis de commencer une nouvelle vie. Alors, évidemment, Aiden et Miko décident d'aider. Ils aident Léa à protéger la planète Naboo en détruisant les satellites de l'opération Cinder et à réactiver le système de défense de la planète. Après que Naboo est libéré, l'Inferno Squad joint officiellement la Nouvelle République. Ensuite, l'Inferno Squad sont envoyés à Takodana pour trouver Han Solo, qui est en train d'extraire un déserteur impérial qui a une pièce contenant des données qui pourraient aider à libérer Kashyyyk et libérer les Wookiees. Les données qu'ils ont trouvées montrent aussi que l'amiral Versio est en train de commander les forces impériales sur Bespin et Solus. Aiden et Del décident alors d'infiltrer Bespin en tentant de capturer l'amiral Versio. Mais ce dernier ainsi que Ask réussissent à s'échapper. Pendant ce temps, Lando trouve une usine d'armes qui détruit. Ces opérations, évidemment, ralentissent la flotte impériale, qui décide de faire comme... Dans le fond, ils se rencontrent tous à Jakku.
c'est comme pour faire un dernier push, là. Ouais, c'est ça, exactement. Et durant la bataille, Aiden a réussi à tirer sur le vaisseau de Hask et celui-ci s'écrase et il pénètre à bord du Star Destroyer Eviscerator en tentant de... Elle veut sauver son père, finalement. Cette fois-ci, elle tente de le sauver. Mais l'amiral Versio, lui, décide de tomber avec le vaisseau. Puis il demande à Aiden de s'échapper puis de vivre sa vie. Donc Aiden réussit à s'échapper du vaisseau, elle rencontre Del, puis les deux s'embrassent et voilà. Bien sûr. Le romantisme commence. Et la rumeur que c'était les parents de Ray ont commencé à ce moment-là. Exactement. Oui. Ben non. Là, ensuite, l'histoire se déplace à plusieurs décennies plus tard. On voit Del qui est capturé sur Filio par Gleb. Donc, Gleb donne Del à Kylo Ren et le Premier Ordre. Kylo Ren utilise la Force pour interroger Del pour savoir où se trouve la carte qui mène à Luke Skywalker. Une fois que Ren réussit à avoir l'information qu'il veut, il laisse Del avec Hask et ce dernier le tue. Et l'histoire finit comme ça. Ce qu'on apprend, c'est que Gab, il avertit Hask, il dit « Ouais, mais elle va revenir, elle va tenter de le chercher. » Il parle de Eden. Et Hask lui dit « Good, c'est ça que je veux. Laisse le Corvus là pour qu'elle puisse le retrouver. Puis on va s'occuper d'elle lorsqu'elle va arriver sur la planète. » Et ça, c'est la fin de la campagne. Alors, avant qu'on saute au contenu téléchargeable, la deuxième partie de la campagne, vos commentaires généraux sur la campagne? Je peux commencer. Oui, il y a des choses que j'ai aimées puis que j'ai moins aimées. Bon, ils nous vendaient le jeu comme une unité spéciale de l'Empire. C'était la grosse promotion. Et on va avoir le côté de l'Empire, etc. Puis même si je soupçonnais qu'à un certain moment dans l'histoire que Iden Versio défecterait vers la rébellion, je pensais pas que ça se déroulerait à peu près au tiers de l'histoire. Il aurait pu faire que ce soit à la fin. Donc, toute la promotion qui est dans l'Empire, c'était juste le début de l'histoire. C'est vraiment un peu poche. J'aurais aimé que ça s'étire plus longtemps, que sa décision traîne un peu plus. C'est qu'on voit graduellement en train de changer d'idée avec les actions d'Operation Cinder. Peut-être que Vardos aurait dû être détruit un peu plus tard dans l'histoire, par exemple. Bien sûr, j'aime beaucoup le personnage de Versio, très charismatique. Peut-être que je l'aime aussi parce que j'ai lu le Roman Inferno Squad, donc on a une dimension supplémentaire à sa personnalité qu'on n'a pas si on fait juste jouer au jeu. Mais quand même, je trouve qu'il y a des bonnes similitudes entre la personnification du personnage dans le roman et dans le jeu. Et puis, j'aime aussi le Duro qu'on voit plus vers la fin. Le Shriv, là, je l'aime beaucoup. Premièrement, c'est un alien, c'est pas juste des humains, là. Donc, puis il fait partie intégrante du jeu, donc j'aime bien ça. Puis c'est un petit peu le comic relief, là. Il lance des petites blagues ici et là, une fois de temps en temps, donc c'est quand même intéressant. Malheureusement, je suis un peu déçu de qu'est-ce qu'on a fait du personnage d'Iden dans le contenu téléchargeable. Je vais attendre avant d'en parler. Pour ce qui est des missions, une chose que j'ai pas aimé vraiment, c'est les missions où est-ce que tu joues les héros. Tu sais, comme t'as Luke, Léa, Anne pis Lando. Il était-tu obligé de faire ça? C'est comme s'il manquait de matière, manquait d'histoire à la trame principale, qui ont dit bon, on va faire des missions avec les héros là, pour plaire aux gens là. Tu sais, pour faire les missions en parallèle. Je trouve que ça apportait pas beaucoup à l'histoire du jeu. Ça apportait au jeu, mais pas à l'histoire qu'on était en train de raconter. Donc, de ce côté-là, j'ai un peu moins aimé. Même si Luke trouve la fameuse boussole, le compas, là, sur Jedi, sur Perilio, il y a ça qui fait un lien avec The Last Jedi, mais à part ça, je trouve que c'était pas nécessairement utile. Ça aurait été plus le fun de vraiment continuer, comme je dis, un peu du côté de l'Empire, avant la défection de Eden et Del. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La mission à la fin avec Kylo Ren, je trouve que c'est complètement inutile. On part dans un rêve, un trip d'acide. J'ai l'impression que les designers du jeu étaient hype pendant qu'ils ont designé on est comme dans un rêve, c'est tout brouillé, c'est comme, on avait-tu besoin, puis la plupart du temps, on fait juste marcher, puis s'ouvrir des chemins. Tu sais, c'est pas, c'était pas vraiment nécessaire, ça aurait pu être juste raconter un peu dans une cinématique, et puis ça aurait été correct. Ouais.
Puis c'est là qu'on a vu qu'on apprend que Dell, il était un Stormtrooper sur Scarif avant de faire partie du Inferno Squad. Oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié cette partie-là. Puis une autre chose par rapport aux personnages héros qu'on jouait dans la campagne, moi je préfère jouer à la première personne quand je joue au sol. Je préfère jouer à la première personne. Puis les héros, tu peux pas jouer à la première personne. Non. Tu peux juste être à la troisième personne. Puis moi, ça me dérangeait tellement, j'avais plus de difficultés un peu. Puis je trouvais ça chiant un peu. Donc, j'aurais aimé ça pouvoir jouer à la première personne avec les héros, comme on fait avec les personnages d'Eden Versio. Mais de façon générale, j'ai bien aimé la campagne, même si elle est courte un peu. Moi, personnellement, je suis pourri en first-person shooter, c'est clair. Mais j'ai quand même réussi à faire la campagne en environ 6-7 heures. Donc, c'est relativement long pour une campagne aussi courte. Mais bon, je suis pas très doué en FPS, donc pour moi, c'est correct. Puis j'espère qu'ils vont continuer. Là, on a eu l'extension Resurrection pour The Last Jedi. J'espère que à chaque extension, ils vont rajouter 1 ou 2 missions de la campagne. Ça serait le fun de continuer à étendre la campagne solo avec les extensions, parce que je pense que c'est quelque chose qui plaît quand même à beaucoup de gens, même si la majorité des joueurs, c'est des joueurs multijoueurs. Donc en gros, c'est pas mal mon commentaire sur la campagne. J'ai hâte que ça continue. Excellent. Julien? Donc après ce grand laïus du suprême leader, moi je vais un peu tempérer. Moi globalement, quand j'ai fini, quand la mission s'est terminée, la mission de fin avec Kylo Ren c'est fini, j'étais là, j'étais très déçu. C'est pas que j'ai été déçu par l'histoire, parce que si tu prends l'histoire au global, on est quand même intéressant. Qu'est-ce qui se passe juste après l'épisode 6 ? Bon, la mission Cendre, elle est... Je veux dire, on pourrait en discuter. Pourquoi est-ce qu'ils vont détruire Vordos, qui est sûrement la planète la plus alliée à l'Empire possible ? Enfin, il y a plein de questions qui pourraient se poser. Il y a plein de petits tweaks, mais à la rigueur, rentrons pas trop dans le détail. Globalement, l'histoire est quand même relativement intéressante. Je veux dire, il y a quand même, on apprend des choses. On voit la bataille de Jakku. Il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. Globalement, l'histoire, elle est chouette. Mais alors, la mise en scène, aïe, sans déconner, quoi. Alors, moi, quand on m'a lancé le jeu, je me suis dit, ok, je m'attends à un jeu de type Call of Duty, donc c'est-à-dire une partie solo, donc ça sera un jeu linéaire avec une énorme mise en scène. J'ai absolument rien contre les jeux linéaires, au contraire, je comprends parfaitement que les game designers préconisent un jeu linéaire pour pouvoir raconter une histoire plus facilement, pour pouvoir mieux mettre en scène. Ça me dérange pas, moi, le côté scripté que tu peux avoir dans Call of Duty. Mais moi, les Call of Duty, quand j'y jouais, j'étais pris par l'histoire. T'avais ce côté cinématographique, t'avais vraiment l'histoire qui avançait avec toi. Là, la campagne, c'est un énorme tutoriel. C'est-à-dire, la première mission, c'est pour t'apprendre à jouer avec un bonhomme qui tire. Après, tu vas arriver plus tard. Tu te demandais pourquoi il y avait les héros, mais c'est facile. C'est pour t'apprendre à jouer les héros pour le multijoueur. Si tu regardes, ils ont pris Kylo Ren, Lando. C'est tout ça, c'est des Han Solo, Leia. Tout ça, c'est des héros pour t'apprendre à jouer les héros pour le multijoueur. C'est pour ça que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Tu sais pas trop ce qui se passe. T'étais là, tu fais, pourquoi j'en ai rien à foutre de jouer Lando, là. Rends-moi Hayden, là. Continue l'histoire d'Hayden. Ça fait décrocher de l'histoire totalement. Ouais, ça te fait vraiment décrocher de l'histoire, surtout que c'est... Et alors, il y a un truc qui m'a marqué, moi, énormément, quand je joue au jeu, et je pense que c'est parce que j'ai découvert la ficelle dès le début, et ça m'a pété le jeu. C'est qu'en fait, le jeu, il est fait comme briefing de mission dans le vaisseau. Mission, fin de mission, quelques temps plus tard, alors t'insères ici jour ou mois, briefing dans le vaisseau, mission, fin de la mission, quelques temps plus tard, et là, ce schéma-là, il se répète, et là tu fais, sans deck, quoi. Tu peux pas embarquer 2 missions l'une derrière l'autre sans passer par le vaisseau Corvus, enfin je sais pas, et innove. On sent, moi quand j'ai joué au jeu, j'ai vraiment senti l'objectif des développeurs, enfin en tout cas c'est pas forcément les développeurs qu'il faut pointer du doigt, mais le cahier des charges de EA. Il nous faut une campagne solo, ok. Alors on fait les missions, ok. Donc voilà, j'ai un tableau Excel avec des missions en ligne. Bon, alors avant la mission, il nous faut un briefing, ok. Alors en multijoueur, il y a des héros. Bon, alors il nous faut des missions avec les héros. C'est le cas pour tous les jeux. Je veux dire, si tu regardes les jeux, si tu décortiques les jeux, c'est le cas pour tous les jeux. Sauf que là, pour moi, et c'est vraiment le ressenti que j'avais, ça me sautait trop aux yeux. Moi, j'ai besoin qu'on me le robe un peu, qu'on me le cache, tu vois.
J'ai rien contre le fait que tu m'apprennes à jouer avec Lando, mais explique-moi pourquoi je joue Lando. Pourquoi est-ce que je me retrouve, par rapport au fait que je suis censé être Hayden Versio, pourquoi est-ce qu'à un moment je me retrouve à jouer Lando? Ça manquait de lien, tout ça. Il t'arrive avec des tweaks scénaristiques un peu grossiers, à t'expliquer pourquoi tu te retrouves là, mais c'était pas terrible. Il y a un manque de cohésion entre les missions. Voilà, c'est ça. Et puis alors, je pense qu'ils ont... Je sais pas si c'est parce qu'ils voulaient pas investir d'argent. De toute façon, Electronic Arts l'a dit il y a pas longtemps, ils veulent faire des jeux services. Les jeux solo, c'est plus leur credo de bataille. Et ce jeu transpire ça, c'est-à-dire, ils ont mis le moins d'argent possible là-dedans. Le jeu est magnifique, je veux dire, graphiquement c'est magnifique, le son est magnifique, les décors sont magnifiques. Il y a aucun problème là-dessus. La jouabilité, c'est pas trop mal. Enfin, je veux dire, moi, ça m'a pas dérangé. Enfin, tout est superbe. Il y a pas de problème. Mais j'en fais le moins possible. Voilà, je fais le moins possible quoi. Pour moi, la campagne solo, elle aurait dû durer au moins 2 fois plus longtemps parce que ça, c'est sûr. Comment tu veux que Hayden Versio, fille d'un amiral, fille d'une femme qui fait des dessins de propagande impériaux, élevé sur Vordos, une planète impériale, éduqué dans l'académie impériale qui forme l'élite impériale. Ok, qu'elle change de côté aussi rapidement. Et là, hop, ah ben je suis rebelle. Ah ben non, là, je suis rebelle. Je comprends que le fait que Vordos explose ou détruise, ça te fasse changer, mais il aurait fallu quand même plein d'étapes avant, tu sais, que tu vois la progression de commencement du doute de Hayden. Dans plein de missions avant là, parce que là ça revient un peu, c'est j'ai un doute, ils attaquent Vordos, j'ai un doute, je change. Non, c'est ça, il aurait fallu que la défaction vers les rebelles soit à la fin là. Ouais, mais il aurait fallu, c'est ce que disait Jean-François, ça manque de lien, enfin il manque, je pense qu'il manque des missions entre les missions, il manque de l'histoire et des missions entre les missions, parce que 3 mois plus tard, d'accord, mais il s'est passé quoi en 3 mois là? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve 3 mois plus tard là? C'est-à-dire que eux ils se sont fait chier pendant 3 mois, ils se sont mis dans le Corvus et ils se sont dit bon, on va attendre, on se prend 3 mois de vacances les gars, tranquille, pépère, et 3 mois plus tard ils font une mission. C'est ça le contenu téléchargeable qu'on va avoir. Ben ouais, mais je suis pas censé le deviner, moi, que le contenu téléchargeable arrive. Puis tu je dis ça, mais tu vas arriver 9 mois plus tard avec les trucs qui se retrouvent au milieu de la campagne, et là tu fais voilà. Ouais. Tu vois, c'est là je parle vraiment de l'histoire principale, tu vois, de l'histoire hors DLC quoi. Moi je suis d'accord avec ce que vous avez, un peu de ce que vous avez dit les deux. Je suis d'accord avec Danny du sens que les missions comme t'as ou la partie d'histoire des missions qu'on a, c'est intéressant. Le jeu est super beau. C'est très réaliste. L'affaire qui m'a déçu, dans le fond, c'était les missions comme telles. Parce que les missions comme telles, tu sais, Battlefront, on le vend là comme c'est un jeu là, puis là t'as accès à tous les véhicules, puis là t'as accès aux vaisseaux, puis t'as accès à ça. Puis oui, il y a des missions avec les vaisseaux. Mais à part là, une mission là, que quand t'es Lando, que tu contrôles un AT-ST, il n'y a pas aucune autre mission que tu contrôles des véhicules qui sont sur les planètes, sur les surfaces de planètes. Tu contrôles pas soit... Est-ce que vous avez eu du fun avec la partie où vous contrôlez un AT-AT? Oui. Ben, je veux dire, tu essaies de tirer les TIE Fighters, là, qui étaient sur place, qui bougeaient pas, là. Est-ce que vous avez trouvé ça fun de piloter un bus qui avance sur des rails et tirer sur des bidules? C'est aucun intérêt. Plutôt, c'était trop lent. Je suis d'accord avec toi, là. Mais si je prends, parce que, dans le fond, Battlefront, le modèle du jeu est basé sur une autre série que EA qui est Battlefield. Puis ceux qui ont joué à Battlefield, Battlefield, ça c'est plus comme les guerres mondiales. Donc le dernier, c'est la Première Guerre mondiale. Quand tu utilises des véhicules, c'est vraiment là. C'est pas genre, t'es pas dans un char d'assaut, pis faut que tu détruises les arbres qui passent. T'sais, non, t'es dans un char d'assaut, pis t'as une mission critique, pis faut que tu fonces dans le camp ennemi, pis faut que tu détruis le camp ennemi. On n'a pas ça dans Battlefront, on n'a pas ça, pis pourtant, quand tu joues dans le multijoueur, tu réussis à avoir accès à ces véhicules-là. C'est dommage parce qu'il y avait opportunité de le faire dans le jeu.
puis j'ai trouvé que la différence entre les armes, dans le fond, moi là, j'ai choisi une arme au début, puis j'ai gardé la même arme le reste du jeu. Mm-hmm. Puis c'est l'arme là que quand tu tires, quand tu pèses sur comme pour viser, ça lance comme pas une grenade, mais ça lance comme un choc. Ouais. Qui détruit tout en entour. Ben moi j'ai pris ça parce que écoute, c'est comme super fort comme arme là, tu sais. Il y a 3-4 Stormtroopers ensemble. OK. C'est comme lancer une grenade. Fait que c'est sûr, moi j'ai gardé ça, j'ai pas changé d'arme. Fait qu'il y avait pas assez de variété côté arme. Le reste, un peu comme Julien dit, l'histoire est j'ai trouvé inconsistante. Je pense que les sauts dans le temps nuisent à l'histoire plus que d'autres choses. Mais il y a quand même des éléments intéressants. Il y a quelques Easter eggs, le fun. Puis moi, pour moi, pis ça c'est moi, là, je pense que l'affaire du compas de Luke, ça a été mis là juste pour être mis là. Ça apporte absolument rien à l'histoire, là. Puis, même dans The Last Jedi, ça sert à rien, là. Non, ça sert à rien, il est juste là, tu le vois qu'il est juste là, sur une table, là. Okay. Fait que ça, je pense qu'on est pas mal tous du même avis côté campagne. Mais c'est frustrant parce que tu vois qu'il y a des choses intéressantes, mais ça a été fait par-dessus la jambe, quoi. Ça a été fait. C'est ça. Dans le fond, là, moi, ce que je l'ai vu, c'est que Battlefront, c'est un jeu multijoueur. Puis là, le monde, ils se sont plaints du premier jeu parce qu'il n'y avait pas de mode singulier, là. Il n'y avait pas de mode solo. Une campagne solo, hein. Une campagne solo. Fait qu'ils se sont dit, OK, on va mettre une campagne solo. On va, comme Julien, tu dis, on va pas mettre l'effort dedans, mais on va le mettre là, puis on va mettre une histoire, tu sais, qui fait quand même que ça... Tu sais, pour pas juste dire que, tu sais, tu fais une mission par mission, là, tu sais, qu'il y a quand même une genre d'histoire en entour de ça. Mais c'est tout. Tu sais, tu vois que vraiment, le corps du jeu, c'est le mode multijoueur. C'est ça, ils ont dit, on va déconstruire le multijoueur. Qu'est-ce qu'on a? Qu'on a telle map, on a tel truc dans l'espace. Ok, on va déconstruire ça, on va mettre des cinématiques entre chaque bout d'histoire, et puis voilà. Et voilà. Mais c'est triste parce que t'as des jeux qui sont multijoueurs, hein, je pense à les Call of Duty ou des choses comme ça. Je reviens sur Call of Duty parce que c'est vraiment celui avec lequel je le compare le plus. Qui sont des jeux multijoueurs, je veux dire Call of Duty, le nerf de la guerre de cela, c'est du multijoueur. Mais t'avais quand même une campagne solo qui était là, quoi. Enfin, je veux dire, moi j'ai des amis qui achètent les Call of Duty pour faire que les campagnes solo. Je peux pas aujourd'hui dire à quelqu'un achète Battlefront 2 juste pour la campagne solo. Du moins pas tout de suite. Peut-être avec les DLC, peut-être avec tous les DLC, je changerai mon avis. Mais là, si je prends juste le contenu hors DLC, je peux pas dire à un ami, enfin quoi que tu me diras, il s'est tellement gamellé qu'aujourd'hui il coûte plus grand chose. Donc je dirais pour $40 canadiens, tu l'as au Costco. Donc pourquoi pas. Mais encore je trouve c'est peut-être pour l'instant, en tout cas avec ce qui est sorti au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 10 janvier 2018, il n'y a pas de... Je peux pas le conseiller, juste la campagne solo. Mais Julien, je pense que tu as mis le doigt dessus en disant que c'est un gros mode d'entraînement pour le multijoueur, parce que c'est ça que ça l'a fait avec moi. Moi, je suis très pourri en jeu à la première personne, et puis en jouant à la campagne, ça m'a permis de m'améliorer. Et puis après, j'ai été capable de jouer dans le multijoueur sans être trop minable. Je suis encore minable, mais moins. Donc, ce qu'on va faire, c'est je sais qu'on veut parler du multijoueur, mais vu qu'on parle de la campagne, on va passer à la partie qui était dans le contenu téléchargeable de The Last Jedi, qui est comme la deuxième partie de la campagne. Donc, je vais vous lire le résumé de cette partie. Suite à tout ce qui est arrivé et comment on se retrouve avec Miko qui est mort et tout, on apprend que Shriv, qui est un agent de la Résistance, découvre le Corvus abandonné sur Pelio. Et il en informe Eden et sa fille, qui est Zay et non Rey. Et, ouais. Comme si elle disait, oh shit, faut changer le nom. Ouais, c'est ça. C'est comme si les autres ils disaient, ah oui, ça va être Rey, puis là, Disney a fait, Non, c'est ça. Fait que là, donc Shriv aussi, il mentionne à Del, il mentionne que Del a aidé la Résistance pour trouver... dans le fond, il est en train de faire une investigation sur des rumeurs des disparitions en masse qui sont connectées à un projet qui s'appelle le projet Resurrection.
Ensuite, on apprend que Eden, sa fille et Shriv se dirigent sur la planète Atula, où ce que Del a été vu pour la dernière fois, pour tenter de voir c'est quoi qu'ils recherchent. Cependant, ils sont embusqués par la flotte de la sécurité Jinata. Eden et Zé détruisent la flotte, capturent le vaisseau principal, le croiseur principal, et l'équipe de sécurité Jinata admettent qu'ils ont kidnappé des enfants pour le Premier Ordre et que le projet Resurrection a été déplacé sur Vardos. Comme de fait, Eden, Zé et Shriv retournent sur Vardos. Donc, Eden demande à Zé de rester sur le Corvus pendant que elle et Shriv vont sur la surface de Vardos. Il voit ensuite comme une grosse lumière rouge apparaître dans le ciel, qui est dans le fond qui est l'attaque du Starkiller Base qui a détruit la République dans le Réveil de la Force. Ça, c'est un bon lien. Ça, je trouvais ça intéressant. Temporellement, on nous fixait exactement le moment où est-ce que ça se passait. Là. Ouais. Donc, ça, fait que dans le fond, c'est comme si ces rayons rouges-là, comme le laser, là, ils pouvaient être vus de partout parce que, tu sais, ils l'ont vu de Takodana, ils l'ont vu là, on le voit de Vardos. C'est bizarre, c'est comme si, ou juste les planètes sont toutes proches l'une de l'autre, là. Peut-être, ouais, faudrait voir sur une carte, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, Eden puis Shriv découvrent le corps de Gleb et ils sont capturés par Ask. Dans le fond, qui se vantent d'avoir tué Gleb puis Del, puis que le Premier Ordre détruit justement le Sénat et la République dans le système Osnia. Il ordonne ensuite au Star Destroyer Retribution de détruire le Corvus avec Jay à l'intérieur. Cependant, la sécurité Jinata, qui eux autres, ils étaient enragés après le Premier Ordre, les trahit, attaque les hommes de Hask, qui donne une opportunité à Eden et à Shriv de s'échapper. Ensuite, ils vont aller sauver Zé et ils réussissent à s'échapper du vaisseau, le Corvus, dans un pod avant que ce vaisseau soit détruit. Et ils montent à bord du Star Destroyer Retribution. Donc, Eden, elle, dans le fond, ce qu'elle veut la revanche sur Ask pour tout ce qui est arrivé. Mais finalement, elle décide de voler des données importantes qui pourraient être utiles à la résistance. Donc, ils réussissent à trouver un terminal et ils découvrent que le projet Resurrection est une opération du Premier Ordre dans lequel ils kidnappent des enfants à travers la galaxie pour les transformer en Stormtroopers. Ensuite, ils découvrent que le Premier Ordre a construit comme une flotte qui est assez grande pour complètement contrôler la galaxie. Et ils trouvent aussi les plans pour le Dreadnought du Premier Ordre qu'on voit au début de The Last Jedi. Et ils volent les plans justement de ce vaisseau. Donc, Shriv va trouver un vaisseau pour qu'il puisse s'échapper. Pendant ce temps-là, Eden et Zé mettent des explosifs partout sur le Retribution, sont des générateurs d'hyperespace. Ask, évidemment, les pièges, mais il est tué par Eden. Ensuite, la destruction des générateurs de hyperespace tire le vaisseau de l'hyperespace proche de la base Starkiller au moment où la résistance le détruit. Fait qu'on le voit dans le background, la base Starkiller qui explose. Eden, c'est là qu'elle montre qu'elle a été blessée mortellement. Et elle parle elle donne les plans du Dreadnought à Léa, ou à Zé, je pense. À sa fille, c'est ça. Ouais, à sa fille Zé, qu'elle les donne à Léa. Et elle leur donne à sa fille, justement, de s'échapper avant de mourir. Donc, Zé et Shriv réussissent à rencontrer la résistance, ils donnent les plans à Léa. Puis elle leur demande d'aller dans le Outer Rim pour rallier les forces, les alliés de la résistance. Et c'est sur ça que se termine la campagne. C'était intéressant la fin parce que bon, ça faisait vraiment un lien que quand Shriv pis Zé arrivent à Dakar, la résistance est déjà en train de se sauver. Qu'est-ce qu'on voit un peu au début de l'âge Jedi. Et là, Léa dit justement à Zé, OK, merci pour les plans, mais on a quelque chose de plus important, aller rejoindre nos alliés, ou je pense nos alliés qui a dit quelque chose comme ça, dans le Outer Rim. Fait que
ça donne une opportunité d'histoire future. Que ce soit roman, continuer la campagne, etc. J'étais un peu déçu qu'ils ont tué Eden. Tu sais, c'était un gros personnage qu'ils ont pompé là, d'aplomb pour Battlefront 2, puis là, désolé, on le tue. Tu sais, c'est un peu dommage, mais bon. Mais il y a assez de trous avant pour pouvoir encore revoir Aiden. Oui, ça c'est sûr. Définitivement. Mais moi, personnellement, cette partie de la campagne-là, j'ai trouvé plus intéressante que la campagne principale. Côté histoire, là. Exactement pareil. Ouais, côté histoire, j'ai trouvé que c'était plus cohérent, mais c'était plus aussi intéressant. Peut-être c'est des clins d'œil, tu sais, on voit le parallèle avec le réveil de la force, puis ok, ça c'est des plans du Dreadnought. Ah oui, le Dreadnought qu'on voit dans les derniers Jedi, puis là on comprend comment ils ont réussi à le détruire aussi facilement, puis tout ça. Puis... Fait que ça, j'ai trouvé ça bien, ces clins d'œil-là. Puis comme tu dis, Danny, l'opportunité, il y a beaucoup d'opportunités pour l'histoire future avec Zay et Shriv, soit comme tu dis, roman ou peut-être même que la campagne va continuer avec ces deux personnages-là. Puis que ça, dans le fond, ça va peut-être amener au début de l'épisode 9, on sait pas. Mais c'est un bon lien entre les deux films. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités de ce côté-là. C'est quand même intéressant que le jeu est sorti rapidement après The Last Jedi. C'est sûr qu'il s'était préparé d'avance, mais tu sais, souvent... avant qu'on ait une extension, un DLC par rapport à Rogue One, le DLC de Scarif, c'est combien de temps après le Rogue One qui est arrivé? Je pense que c'était quelques semaines aussi, mais le jeu, ça faisait comme un an qui était sorti. Moi, ce que ça me disait, c'est que, ça, on l'a préparé d'avance, ça aurait dû être dans la campagne originalement, mais peut-être avec une entente avec Disney, c'est comme non, ça dévoile un peu trop de spoilers pour les derniers Jedi. On va attendre avant de le mettre. Ouais. Ça spoilait le début du film, en fait, un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Que les rebelles étaient en train de se sauver. Hein. Ouais. Mais c'était bien parce qu'on revenait exactement dans la... Pratiquement... On peut quasiment dire que c'est quelques minutes ou quelques heures avant le début du film. Ouais, c'est ça, exactement. Maintenant qu'on a mis la campagne de côté, on va mettre le focus sur le côté multijoueur. Le multijoueur a 5 modes différents. Il y a le mode Galactic Assault, qui est en français Assaut Galactique. Starfighter Assault, qui est Assaut des chasseurs. Heroes vs Villains, qui est Affrontement héroïque. Strike, qui est Frappe. Et Blast, qui est Escarmouche. Si on commence avec le mode principal, qui est Assaut Galactique. Donc, Assaut Galactique, c'est un mode à objectif. Donc, on a plusieurs objectifs à accomplir pour pouvoir être victorieux. Il y a plusieurs cartes aussi, ce que j'ai trouvé très le fun. Il y a 3 cartes pour si on regarde l'ère de la guerre des clones. Il y a Teed, la ville de Teed sur Naboo. Il y a Kashiro Beach pour Kashyyyk. Et il y a aussi les cloning facility de Kamino. Et du côté de l'ère de la guerre civile galactique, il y a Hoth, qu'on voyait aussi dans le premier jeu. Il y a Endor aussi, mais ça, c'est une station de recherche. Sur Endor, c'est pas... les cartes sont pas pareilles comme il y avait sur... Le premier Battlefront. Le premier Battlefront, exactement, merci. Il y a aussi la Death Star 2, qui est comme le centre de commande de l'Étoile de la Mort. Et il y a aussi Mos Eisley sur Tatooine. Et je crois qu'il y en a... Oui, il y en a un dernier qui est le temple sur Yavin 4, le temple où c'est la base rebelle. Et du côté de l'époque du Premier Ordre et de la Résistance, il y a Jakku, qui est justement où il y a le cimetière de vaisseaux. Il y a le château de Maz Kanata sur Takodana. Il y a Starkiller Base. Et dans le contenu téléchargeable, il y a Crate, qui est la planète que l'on voit dans les derniers Jedi. Je sais pas si c'est quoi vos impressions face à ce mode-ci? Je sais pas si on va parler tout de suite du point de vue global, mais on peut peut-être aborder la question tout de suite maintenant, qui est le système qu'ils ont pour faire tourner les cartes. C'est-à-dire ça me dérange, ça. C'est-à-dire que c'est extrêmement déprimant parce que tu peux jouer pendant des heures et des heures sans avoir fait toutes les cartes, parce que je sais pas pourquoi, la manière dont ils font tourner les cartes, tu finis ta partie, t'as la nouvelle carte qui est choisie pour la partie d'après, mais t'as l'impression qu'ils tournent sur 3 cartes, parce que 3 parties plus tard, tu reviens sur la première, et
tu sais pas trop, là, il y a 8 ou 9 cartes, là, envoie-moi sur Endor, là, envoie-moi sur Hoth, là, et pourtant tu tournes sur 3 cartes. Donc moi, c'est un truc qui me gêne, c'est-à-dire que là, il y a pourtant j'en ai des dizaines d'heures de jeu, mais j'ai des cartes que t'as annoncées, là, que j'ai jamais vues. Hoth, j'ai jamais joué sur Hoth. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, puis écoute, je dirais que j'ai à peu près une trentaine d'heures de jouer en ce moment. J'ai jamais joué sur l'Étoile de la Mort. J'ai jamais vu. C'est parce que j'ai été sur le site de EA puis j'ai vu les cartes. Je suis sûr que je les avais toutes. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait Étoile de la Mort. J'étais comme ouais, j'ai jamais vu. Je pense Endor, je l'ai joué une fois. Hoth aussi, je pense une fois. Sinon là, c'est tout le temps Teed, Kashyyyk puis Jakku. C'est tout le temps ces 3 cartes-là, je tombe dessus. Comme tu dis, la rotation, elle est très aléatoire là. Elle est très aléatoire, ce qui devrait pas être le cas, ça devrait être comme une après l'autre. Une rotation quand complète l'extension des cartes. Quand l'extension est sortie, j'ai pris 3 ou 4 fois Crate à la suite. Ouais, c'est ça. Comme moi, j'ai essayé d'avoir Crate, j'ai jamais réussi à avoir Crate, moi. Et c'est super bizarre, tu vois. Moi, Jakku, j'ai jamais joué non plus. Ah non, moi, c'est tout le temps, là, je pogne tout le temps Jakku, Teed ou Kashyyyk. Kamino aussi, quelques fois. Mais sinon, là, les autres, Crate, comme tu dis, quand Crate est sorti, moi aussi, là, c'était Crate. C'est vraiment bizarre, je sais pas, Crate qui est une carte quand même, si on peut juste parler de cette carte, Crate qui est quand même une carte très bizarre, qui est complètement étrange parce que l'Empire te roule le Premier Ordre te roule littéralement dessus quand t'es dans les tranchées. Les rebelles, ils te roulent littéralement dessus jusqu'à le dernier objectif où il doit détruire les 3 générateurs. Ouais. Et alors là, en général, ce qui se passe, c'est que le premier générateur est détruit, le deuxième générateur est détruit, il te reste le 3e. Donc t'as les portes qui commencent à se fermer, et là t'as tous les rebelles, enfin les rebelles, la résistance, qui se mettent au niveau de la porte et qui tirent. T'as une espèce de mur de barrage de balles, tir laser, et la résistance gagne. Oui, c'est très difficile. Il y a des niveaux que du moins par rapport au socle, on dirait que c'est pour donner un avantage un peu comme dans les films, comme je vais revenir un peu là-dessus quand on va parler de l'assaut des chasseurs, mais comme par exemple pour Crate, vu que la République se sauve dans le film, ben, c'est comme si il s'arrange un petit peu pour que ça soit plus difficile pour l'Empire de gagner cette carte-là, parce que la résistance se sauve dans le film. Ouais. C'est faisable, parce que j'ai vu des gens en ligne sur YouTube, etc., réussir à le faire, mais c'est pas nécessairement autant évident que l'inverse. Oui, puis le système dans ce mode de jeu-là, en fait, quand tu joues avec des amis, tu ne joues pas vraiment avec tes amis, c'est-à-dire que quel que soit le mode de jeu, de toute façon, ça va être plus ou moins le même système. Ils ont un système d'escouade. C'est-à-dire que quand tu meurs, tu vas réapparaître dans, 4, 5, 10 secondes, dépendant de comment tu meurs, et tu vas réapparaître avec 4 autres personnes. Ouais. Mm-hmm. Et en fait, ces 4 autres personnes, vous formez tous les 5 une espèce d'escouade. Mm-hmm. Si vous jouez ensemble, alors ce que le jeu considère comme jouer ensemble, c'est que vous êtes l'un à côté de l'autre quand vous tuez des gens, quoi. Donc si vous jouez ensemble, vous allez gagner plus de points qui vont vous permettre après d'incarner des héros, d'incarner des véhicules, des choses comme ça. Ouais. Mais dans les faits, ça fait que tu te retrouves à jamais jouer avec tes amis. C'est-à-dire que si t'es au micro-casque avec des amis, à moins que tu t'organises pour retrouver ton ami sur la carte pendant que t'es mort, etc. Mm-hmm. Mais en fait, tu joues jamais vraiment avec tes amis. Et de toute façon, le système des squads, moi, dans quasiment toutes les parties que j'ai faites, voire toutes les parties que j'ai faites, et c'est encore pire dans les Starfighter Assault, là, les chasseurs, ça marche pas. Les gens, ils partent à droite, ils partent à gauche, ouais, ça marche pas. Ça reste pas ensemble, ouais, le monde reste. Ça reste pas ensemble. Et des fois, moi, comme un imbécile, je me mettais avec, je vais me dire, allez, je vais essayer de jouer avec les autres, je vais me mettre à côté de l'autre, mais premier virage, t'en as un qui part à droite, l'autre qui part à gauche, tu fais, bah là, bonjour les gars, quoi. Et en plus, les cartes sont faites de telle manière que t'as un ennemi qui est derrière toi. Tu fais, bah là, je vais juste apparaître. Enfin, c'est très particulier, ce système des squads. Et je pense que ça marche pas. Je vois l'idée qu'ils avaient derrière, mais ça marche pas. Mm-hmm. Ben, c'est comme tu dis, c'est la même chose avec le mode assaut des chasseurs. Puis je pense c'est encore pire avec le mode assaut des chasseurs, parce que assaut des chasseurs, les vaisseaux
au moins quand t'es à pied, je te dirais, tu te balades en 2D, c'est-à-dire t'avances, tu recules, tu vas à gauche, droite. Avec les chasseurs, t'as la hauteur qui commence à rentrer en jeu. 3 dimensions. et là, et en plus t'es dans le chasseur, faut vraiment avoir une énorme bonne volonté et un contact au micro avec tes potes pour jouer en escouade, parce que c'est pas possible, même avec la meilleure volonté. Et pourtant c'est le mode de jeu auquel j'ai le plus joué, Assaut des chasseurs. Je trouve que c'est très 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 compliqué, voire impossible de jouer en mode escouade avec des inconnus. Danny, je sais pas si tu peux nous parler un peu du mode ou les cartes qu'on retrouve sur le mode. Ouais, avant, je veux terminer un peu sur Galactic Assault parce que, moi, personnellement, j'étais encore un touriste. On a parlé, hein, les maps et la rotation. Moi, j'étais encore un touriste dans plusieurs maps, là. Donc, je découvre de nouvelles maps une fois de temps en temps. Et puis, vu que je suis pas un gros expert, je suis perdu un petit peu. Les maps comme Crate, j'ai jamais joué, mais ça a l'air d'être une série de tunnels, majoritairement, sauf si tu te bats à la surface, mais tu vas te faire détruire si tu restes à la surface. Ouais, donc, c'est un peu, comme j'ai dit un peu plus tôt, la campagne m'a permis d'être un peu plus à l'aise avec les contrôles, donc j'ai un peu de plaisir quand même si je me fais tuer à tous les 2 minutes, ou même plus vite que ça. Donc, on a mentionné le jeu en groupe, c'est impossible. J'avais mis ça dans mes notes, c'est impossible de jouer en groupe. Les gens sont trop individualistes là-dedans. C'est impossible. Bon, puis visuellement, tu l'as dit, JF, c'est très immersif, hein, les lieux connus ou pas connus, mais tu reconnais un peu quand même la planète si c'est pas un lieu qu'on a visité. Puis la musique, les effets sonores, ça complète vraiment l'expérience. Mais c'est quand même, pour moi, c'est encore difficile jouer parce que ce fandom-là, le gaming vidéo, donc c'est un peu plus difficile pour moi. Et puis je continue à ramasser mes crédits. J'ai pas vraiment dépensé rien encore pour pouvoir acheter les gros joueurs. On va en revenir plus tard quand on va parler des microtransactions là, et les problèmes qu'il y a eu par rapport à ça. Ouais. Donc tu voulais que je parle du mode chasseur. Des chasseurs. Donc je vais essayer de faire ça rapidement. Bon, un peu comme la campagne, pas comme la campagne, mais un peu comme Galactic Assault. Assaut des chasseurs, c'est un jeu basé sur les objectifs. Donc, pendant qu'une faction a certains objectifs, l'autre faction doit défendre ces objectifs-là. C'est toujours la même chose. Chaque partie est séparée en 3 ou 4 phases en général. Ouais. On joue aussi en 3 époques. Donc, t'as la prélogie, la trilogie originale et la postlogie. Donc, prélogie qui est la guerre des clones, trilogie originale qui est la guerre civile galactique et la postlogie qui est la première ordre. Moi, je dis que c'est l'ère du premier ordre. Ouais, c'est ça. Bien sûr, on joue ces 3 aires-là, puis jusqu'à présent, t'as 2 maps, 2 cartes par époque. Puis vous pilotez 3 classes de vaisseaux de ces époques-là, donc des intercepteurs, des bombardiers et des chasseurs. Si on parle des classes rapidement, les intercepteurs, c'est rapide, c'est agile, mais pas très très solide, donc ça ne prendra pas beaucoup de tirs pour vous détruire. Les bombers, c'est le contraire. C'est lent, c'est lourd, ça tourne pas vite, mais ça peut prendre des tirs, c'est solide. C'est capable en général de tirer longtemps avant que les canons surchauffent, plus que les autres vaisseaux. Puis bon, évidemment, tu utilises plus les bombardiers pour les objectifs, parce que les objectifs solides, c'est surtout les bombardiers qui peuvent s'en débarrasser plus rapidement. Et t'as le juste milieu entre les intercepteurs et les bombers, qui est les chasseurs, qui est solide, agile, puis rapide, puis un bon régime de tir. Donc c'est un peu l'entre-deux. Puis il y a beaucoup de gens qui continuent à utiliser les chasseurs. Personnellement, c'est ce que je préfère. Ensuite, on parlait des époques puis des cartes. Donc les 2 cartes de la... avant, je vais parler des vaisseaux. Les vaisseaux de chaque époque. Donc la République. Du côté de la République, dans la prélogie, vous avez le Arc 170, le vaisseau de clone. Comme bombardier, vous avez la version Y-Wing qu'on voyait dans la série Clone Wars et aussi dans Rebel, je pense. Je pense que c'est plus Clone Wars. La version du Y-Wing, la version Clone Wars. Et du côté intercepteur, c'est le V-Wing que vous allez avoir. Du côté des séparatistes, les chasseurs, c'est le Droid Starfighter. Donc celui qui devient une espèce de robot, là. Côté bomber, vous avez il l'appelle le Iena Bomber. Et puis du côté intercepteur, c'est le Droid Tri-Fighter. C'est une forme bizarre, là. Une espèce de... C'est celui qui est comme une petite boule, là, dans le milieu. Ouais, c'est ça, exactement.
Après, on saute dans la trilogie originale. Dans l'Alliance Rebelle, vous avez le T-65 X-Wing, donc le chasseur typique X-Wing. Vous avez le bombardier Y-Wing, mais la version qu'on voit dans la trilogie originale. Et pour les intercepteurs, vous avez le A-Wing, dont le RZ-1 A-Wing. Du côté de l'Empire galactique, les chasseurs, c'est le TIE Fighter traditionnel. Le bombardier, vous avez le TIE Bomber, celui avec 2 pods entre les ailes. Et du côté intercepteur, vous avez bien sûr le TIE Interceptor qu'on voit aussi dans le Retour du Jedi. Du côté de la postlogie maintenant, donc Résistance et Premier Ordre, les chasseurs, vous avez le T-70 X-Wing, donc la version améliorée qu'on voit dans The Force Awakens et The Last Jedi. Et la version intercepteur, c'est le RZ-2 et A-Wing. Du côté du Premier Ordre, le chasseur, vous avez le TIE Fighter du Premier Ordre, donc il est noir. Et qu'est-ce qui sert d'intercepteur? C'est le TIE Special Forces. Donc, qui a la petite tourelle qui peut tirer par en arrière. C'est ça qui sert d'intercepteur. Vous avez remarqué probablement, pas de bombardier encore pour les maps d'apostologie jusqu'à présent. Donc, j'imagine que ça va venir. Je vois pas vraiment le jeu amener les bombers de la résistance là-dedans. Ils ont l'air beaucoup trop lents. En fait, ils sont trop gros aussi, je pense. Ils sont trop gros aussi. C'est pas, fait qu'ils vont peut-être avoir à attendre peut-être l'épisode 9. Ils vont peut-être introduire un autre type de bombardier, autant dans la résistance que dans le Premier Ordre. Ça reste à voir. Je suis certain que ça va venir éventuellement, mais pour l'instant, il n'a pas. Puis bien sûr, tout au long du jeu, on en parlait, on ramasse des battle points. Donc des points, je sais pas comment, Julien, comment il dit ça en français? Les battle points? Les points de bataille? J'en ai aucune idée, des points. Ok. tu t'accumules des points. Exactement, des points qui vont te permettre d'utiliser des vaisseaux héros. Donc, jusqu'à présent, les vaisseaux héros qu'on a, dans la prélogie, on a le Yoda Jedi Interceptor et le Darth Maul Scimitar. Donc, celui qui peut devenir invisible. Dans la partie Guerre civile galactique, la trilogie originale, on a le Faucon Millennium d'Han Solo, le Slave One de Boba Fett, et puis le T-65B X-Wing de Luke Skywalker, ainsi que le TIE Advance de Darth Vader. Donc, il y a quand même 4 vaisseaux héros dans la trilogie originale. Et dans l'époque post-logie, on a le X-Wing de Poe Dameron, le Black One, et le TIE Silencer de Kylo Ren. Il y a aussi le Millennium Falcon avec Rey et Chewbacca dedans. Ah, ok. Celle-là, je la savais pas, celle-là. Donc, on parlait des maps tout à l'heure. Il y a 6 cartes pour ce mode de jeu jusqu'à présent. Donc, dans la prélogie, on a Rylot, ou les clones qui doivent attaquer le Lucra Hulk Battleship. Donc, c'est une mission que c'est les clones qui ont des objectifs et les droïdes se défendent. Ensuite, on a la mission Kamino Research Outpost. C'est le contraire maintenant. C'est les séparatistes qui ont des objectifs et la République qui se défend. Maintenant, on saute dans la trilogie originale. On a le Imperial Shipyard de Fondor, donc les chantiers navals de Fondor. Ici, c'est les rebelles qui attaquent avec des objectifs, le chantier naval et l'Empire qui doit se défendre. Et l'inverse, la carte Endor, le Death Star Debris, donc les débris de l'étoile noire, l'étoile de la mort. Et ici, c'est le contraire. C'est l'Empire qui doit attaquer, qui a des objectifs pour attaquer les corvettes et les rebelles. Tandis que les rebelles doivent se défendre. Donc, il y a tout le temps une carte pour l'instant que c'est une faction qui fait les objectifs et l'autre carte, c'est l'inverse. Et pour la postlogie, on a 2 cartes aussi maintenant avec l'extension de l'Âge Jedi. Donc, on a Unknown Region Resurgent Star Destroyer. Donc, ici, c'est la résistance qui doit détruire le Star Destroyer. Et la seconde mission qui vient tout juste d'être ajoutée avec l'extension de l'Âge Jedi, qui est la carte de Dakar, qui est l'évacuation de la base de la résistance, donc le début du film un peu. Donc ici, c'est le Premier Ordre qui doit détruire des objectifs face à la résistance et bien sûr la résistance doit se défendre. Donc en gros c'est ça. J'irai pas plus loin que ça. On peut donner nos commentaires immédiatement, peut-être Julien ou JF en premier. Ben moi c'est le mode de jeu auquel je joue le plus. Voilà, c'est celui que je préfère. Parce que je préfère piloter les vaisseaux, hein. Ça c'est juste un choix personnel, c'est pas parce que il y a autre chose.
C'est un mode de jeu auquel je prends beaucoup de plaisir. Faut savoir que sur la carte, tu as les joueurs adverses, mais t'as aussi des vaisseaux qui sont contrôlés par l'intelligence artificielle, donc des vaisseaux IA. Il y a aucun moyen vraiment de le savoir avant de les avoir détruits. Quand tu commences à jouer beaucoup, tu vois les manœuvres de l'IA, tu commences à le savoir un peu. Enfin, tu t'arrives à percuter que c'est une IA et que c'est pas un humain, parce que l'IA fait des manœuvres un peu trop propres, on va dire, un peu trop évidentes. Mais ça a l'avantage du coup quand tu débutes, quand t'es pas très bon, quand t'as pas des super cartes, les cartes vont venir dans le jeu à un moment, quand t'as pas des super cartes, quand t'es pas très bon, ça te donne quand même l'opportunité d'avoir des vaisseaux à détruire et de pas te retrouver à toujours te faire détruire et te faire dégommer la tronche. Donc il y a quand même cet avantage là. Il y a aussi plein de petits trucs à détruire, des canons sur les côtés, des machins. Enfin, il y a plusieurs manières de gagner des points qui sont super intéressantes. Moi, c'est un mode que j'apprécie beaucoup, parce que j'aime bien piloter les vaisseaux, parce que c'est cool, parce qu'il y a plein de choses à faire. Les 3 vaisseaux, pour les avoir pas mal joués, sont relativement équilibrés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte, en tout cas, je dirais à un niveau de jeu, on va dire, standard, relativement normal. Il n'y a pas de vaisseau qui vaut mieux prendre là ou etc. Enfin, on arrive à s'en sortir avec tous les vaisseaux, dans toutes les cartes, dans toutes les situations. C'est vraiment plus sur votre style de jeu que ça va jouer, voire même sur votre envie du moment, parce que si vous avez envie de foncer dans le tas comme un détraqué et de tirer et de se casser, faut prendre un intercepteur. Si vous voulez jouer plus subtil, vous allez prendre un chasseur, et si vous voulez jouer le gros tanky qui tire de loin et qui a un canon à ion super, prenez les bombers. Moi, de mon côté, c'est un mode que je joue pas beaucoup. Pourtant, c'est lui que je trouve le plus beau. Non, c'est vrai, je trouve vraiment, l'immersion, je la trouve vraiment hot, surtout quand c'est des combats qui sont près des planètes, comme il y a Rylet que j'aime bien. Puis l'autre carte que j'aime beaucoup aussi, c'est Fondor, où ce qu'il faut détruire ou défendre le Star Destroyer qui est après la base. Mais j'aime beaucoup ça. L'immersion est là, le son est vraiment incroyable, surtout quand t'es sur le map, là tout d'un coup t'entends les bombes sismiques du Slave One qui explosent. Ouais, c'est ça. T'es comme oh. C'est pas un mode que je joue beaucoup. Je crois que je suis pas assez bon pour jouer ce mode-là. Okay. Mais j'aime mieux les autres. J'aime mieux le mode Assaut Galactique. Okay. Tu vois, comme moi, c'est complètement le contraire. Je suis plus à l'aise, un peu comme Julien, à jouer à Starfighter Assault. Visuellement, écoute, les modèles des vaisseaux, même les vaisseaux, pas juste les vaisseaux jouables, mais les croiseurs aussi, ceux que les objectifs, etc. Vraiment, les modèles sont super beaux. L'éclairage sur les structures, là, c'est comme wow! T'as l'immersion, t'as des lens flares, l'ombrage ou l'éblouissement du soleil, c'est ultra bien fait, là. Comme Julien l'a mentionné, les maps sont relativement balancées. C'est possible de gagner avec peu importe la faction que tu joues. C'est sûr qu'il y en a qui sont un petit peu plus difficiles, là. Je dirais comme la destruction du Resurgence, c'est un petit peu plus difficile, puis c'est souvent le premier ordre qui va gagner, vice versa, d'accord. C'est plus facile de gagner si t'es la résistance, mais bon, de façon générale, c'est relativement balancé. J'avais joué aussi l'équivalent d'assaut des chasseurs dans Battlefront 1. Les contrôles sont bien plus améliorés. C'est plus précis. On doit anticiper un peu la trajectoire du vaisseau. On a un petit rond qui est rajouté pour anticiper un peu la trajectoire, qui avait pas ça du tout dans le Battlefront précédent. Dans le Battlefront précédent, c'était plus une assistance au tir, si on peut dire. Quand on appuyait sur la gâchette gauche, ta cible était comme elle se dirigeait vers le vaisseau toute seule. C'était pas aussi le fun, disons. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ils ont retiré le barrel roll aussi de la version 1. Je sais pas si tu te souviens, dans la version Battlefront, on va l'appeler 2015, Battlefront 2015, quand il y avait des missiles qui te poursuivaient, tu te faisais une touche, puis tu faisais une espèce de barrel roll, puis le missile s'échappe, tu réussis à échapper le missile. Tandis que maintenant, tu peux faire des barrel rolls, mais c'est tout manuel, donc tu vas avoir un peu plus de ton talent de pilote qui va jouer si tu réussis à éviter le missile ou quoi que ce soit. Donc il y a le côté plus réaliste aussi qui embarque. J'ai pas joué souvent avec les vaisseaux héros parce que je ramasse pas énormément de points quand je joue encore, mais j'ai joué avec quelques vaisseaux héros, mais c'est relativement balancé de qu'est-ce que j'ai vu.
surtout si on compare avec Battlefront 1, je me souviens Battlefront 1, quand t'avais le faucon, ben le Slave One, là, c'était pas tuable. Ouais. C'était quand même impossible. Le faucon, il est encore super solide, là. Il faut qu'il en mange beaucoup de tirs pour se faire détruire, mais il a perdu beaucoup de manœuvrabilité. Si je me souviens bien, dans Battlefront 1, le faucon était relativement manœuvrable quand même. Maintenant, il a perdu de la manœuvrabilité, même s'il est encore capable d'en manger, là, des tirs. Ouais. Fait qu'il y a quand même un équilibre qui a été fait de ce côté-là. J'ai l'impression, moi, que le faucon et le slave, c'est les vaisseaux les plus utilisés par, je dirais, par les gros joueurs. Enfin, souvent sur les cartes, je vois des joueurs qui doivent être très très bons parce qu'ils prennent le faucon et ou le slave, dépendant du côté où ils sont, et qui sont intuables avec ce machin-là. Qui terminent la partie juste avec ce vaisseau, c'est assez impressionnant. Mais c'est un peu le paradoxe, c'est parce qu'il faut avoir des points pour les vaisseaux, donc c'est parce que t'es bon que t'as les vaisseaux, donc... T'as joué beaucoup, en fait. Ou t'as les star cards qui t'aident, ou peu importe. Parce que c'est jamais la première ronde que t'as les vaisseaux héros, c'est vraiment après quelques... Quand t'as détruit beaucoup t'es mort, ou tu t'es fait tuer quelques fois. Exactement. La chose qui me dérange d'un vaisseau héros, c'est d'être capable de jouer des vaisseaux qui sont hors d'époque. Ça, j'ai vu ça, un TIE Silencer de Kylo Ren qui va aider les séparatistes sur Kamino. Tu sais, ça fonctionne pas. Ouais. Il aurait fallu que les vaisseaux que tu as accès, ça soit seulement les vaisseaux de l'époque. Ouais, ça vraiment, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ça, je trouve ça un peu... Ça brise un peu l'immersion, je dirais, parce que je trouve Starfighter Assault, c'est très, très immersif. Et puis qu'est-ce que c'est ça? Kylo Ren dans la prélogie. C'est la même chose dans le mode Assaut Galactique. T'as les héros qui ont pas d'affaires là, comme mettons t'es sur Teed, pis là, t'as Darth Maul, Kylo Ren, Darth Vader qui sont là. Ah, ok. Ok. Je m'en souvenais pas de ça. En effet, t'as raison. Et l'autre chose que je pourrais critiquer, c'est que Starfighter Assault, c'est seulement multijoueur. J'aurais aimé ça qu'il y ait une partie arcade, là. Parce que quand tu peux jouer arcade dans l'équivalent de Galactic Assault, donc tu joues au sol, là, tu peux jouer en arcade de ce mode-là, mais Starfighter Assault, tu peux pas. Ça serait le fun de jouer en coop avec des amis en split screen ou juste chacun de notre côté avec des robots, avec des AI du jeu. Ça serait le fun, mais on peut pas, il y a pas cette option-là. J'espère qu'ils vont la rajouter. Ça serait vraiment le fun. Moi, c'est mon mode préféré, un peu comme Julien, donc j'aimerais ça pouvoir jouer avec des gens, mais tu sais, juste en coop ou quoi que ce soit. Là, on pourrait vraiment se parler puis puis se regrouper, puis tu sais, comme c'est plus arcade, tu sais, tu joues, t'as pas de tous les autres vaisseaux dans le jeu seraient de l'intelligence artificielle, donc tu pourrais vraiment jouer plus avec ton ami ou contre ton ami, tu sais, ça serait le fun. Mais bon, de façon générale, j'ai beaucoup de plaisir avec Starfighter Assault, même si j'apprends encore, j'ai beaucoup d'apprentissage encore. Les maps, pis j'ai encore des difficultés avec les contrôles. Je suis pas très précis avec les contrôles, puis ça joue beaucoup là-dedans, donc c'est vraiment le côté que je dois améliorer, mais vraiment, c'est les commentaires principaux que j'aurais à dire sur Starfighter Assault. Il y a beaucoup de bons, puis un peu moins de négatifs, je dirais, pour ce mode-là. Parfait. Dans le fond, le mode Assaut Galactique et le mode Assaut des Chasseurs, c'est comme les deux modes principaux du jeu. Il y a 3 autres modes, puis on va passer très rapidement juste pour les mentionner. Il y a le mode affrontement héroïque. Julien, je sais pas si tu peux nous en parler très rapidement. Ouais, bah ça reste quand même un mode... oui, je sais que c'est un mode un peu plus annexe que les deux autres, mais ça reste quand même un mode important puisque dans ce mode de jeu, vous ne jouez que les héros. Donc pas de Stormtrooper, pas de Clone Trooper, pas de droïde de combat, là c'est vraiment que les héros. C'est du 4 contre 4. L'objectif c'est d'éliminer la cible, c'est-à-dire que à chaque tour, à chaque ronde, vous avez un des joueurs de votre équipe qui est une cible, ça peut être vous, et un des joueurs de l'équipe adverse qui est une cible. Le but c'est d'aller détruire la cible adverse tout en protégeant la vôtre. La première équipe qui gagne 10 fois, enfin qui a 10 points, gagne la partie. Donc comme vous jouez les héros, ça va vous donner du lumineux versus obscur, du rebelle versus résistance, du empire versus premier ordre, enfin du empire premier ordre, du rebelle résistance, enfin c'est mélangé, tous les héros sont mélangés. Vous avez Dark Vador avec Hayden Versio qui est avec Bossk qui est avec je sais pas quel autre, Boba Fett par exemple, et en face vous avez
Leia et puis toute leur ribambelle, Rey, Luke Skywalker, et j'en passe. Donc justement, au niveau des personnages, vous avez plusieurs personnages. Donc vous avez Boba Fett, Han Solo, Leia, Luke, Bossk, Chewbacca, Dark Vador, l'Empereur, le Général Grievous. Non, pas encore. Non, pas encore. C'est pour ça que je bloque, parce que je le vois dans ma liste. J'ai récupéré la liste et je sais pas pourquoi il est là. Donc le Général Grievous, ça avait dû être annoncé, mais il est pas là. Donc désolé. Donc l'Empereur, Hayden Versio, c'est le personnage que vous jouez dans la campagne solo. Kylo Ren, Lando, parce qu'apparemment c'est un personnage important. Dark Maul, le Capitaine Phasma qui vient depuis l'extension. Rey, Yoda et Finn qui est venu aussi depuis l'extension. J'ai pas trouvé la liste des maps sur internet, autant j'ai trouvé pour les 4 autres modes, mais alors pour celui-là je les ai pas trouvés. Donc de mémoire, j'ai joué sur Kaminos, j'ai joué sur la Starkiller Base, j'ai joué sur Kashyyyk. Donc c'est à peu près, donc ça va être à peu près dans le même état d'esprit. Faut savoir que en dehors de la Starkiller Base, les 2 autres maps ont la particularité d'être en hauteur. Ce qui donne un aspect un peu étrange, c'est parce que vos héros ont le pouvoir de la force, pour certains, et donc peuvent repousser l'adversaire, et donc ce qui arrive sur ces maps-là, c'est que vous allez pousser l'adversaire en dehors de la carte, et il tombe, et donc vous allez le tuer. Donc ça donne des combats pas très épiques, quand ça arrive comme ça, c'est un peu dommage. La map que je préfère, c'est la Starkiller Base, puisque c'est une espèce de grande map où il n'y a pas de bord, là, où on peut se voir assez facilement. La problématique de la Starkiller Base, c'est que, je vous dirais, on le voit assez loin. Donc, si vous prenez un personnage qui a un pistolet, ou si vous prenez le personnage complètement pété de ce mode de jeu, Boba Fett, vous allez avoir un certain avantage, puisque avant que l'adversaire arrive sur vous, vous avez le temps de lui tirer, lui envoyer des missiles et des choses comme ça. Il y a un vrai problème je pense qu'il y a un problème d'équilibrage, parce que Boba Fett avec son réacteur dorsal il est compliqué à jouer contre, parce que quand vous avez Luke Skywalker avec son sabre et que l'autre il est tout en hauteur là d'un pilier, bah vous pouvez pas le faire descendre. Vous avez aucun moyen de le faire descendre, la force l'atteint pas parce qu'il est trop loin, votre sabre laser l'atteint pas parce qu'il est trop loin, puis lui il vous envoie des missiles. C'est assez particulier comme mode de jeu, mais dans l'ensemble c'est assez rigolo parce que ça vous permet de faire des affrontements héroïques super chouettes, puisque ça vous fait des combats au sabre laser. Vous passez quand même de chouettes moments dessus. Je suis pas retourné récemment dessus, mais faut savoir qu'au début quand ça a commencé, c'était un mode qui était impossible à jouer parce qu'il était complètement gangréné par des bots. Alors, c'est pas les bots au sens qu'on pourrait avoir sur les ordinateurs, c'est-à-dire des joueurs qui jouent trop bien avec des mods, etc. Là, c'était juste des gens qui voulaient récupérer des points de manière très facile, et donc qui lançaient ce mode de jeu sur la manette. Ils faisaient en sorte que leur personnage, soit il avance, soit il tourne sur lui-même. Et ils posaient la manette, puis je sais pas, ils allaient faire les courses, leur épicerie, ou je sais pas ce qu'ils faisaient, ils dormaient peut-être, j'en sais rien. Ce qui fait que le problème, comme c'est du 4 contre 4, si jamais t'apparais dans une équipe où t'as 1 voire 2 bots, tu te retrouves à faire du 2 contre 4. Si en plus c'est un des bots qui devient parce que ça va forcément l'arriver à un moment, le bot devient la cible, bah les joueurs adverses, ils ont même pas un vrai joueur à affronter, tu sais, ils le tuent rapidement. Donc au début, c'était un mode de jeu qui était vraiment... qui était intéressant, qui était chouette, mais fallait avoir une chance importante pour tomber sur une partie où t'avais pas un mec qui essayait de gratter les points comme ça. C'était assez désagréable. Les dernières fois que j'y ai joué, c'était un peu avant Noël. Ça avait l'air d'être calmé. Soit j'ai eu beaucoup de chance et je suis tombé sur des parties où il n'y en avait pas, soit ça s'est calmé, donc je sais pas. Mais de toute façon, ça se voit assez rapidement. C'est aussi un mode de jeu qui a un énorme problème de matchmaking. C'est-à-dire, le matchmaking, c'est le moment, c'est l'algorithme qui est utilisé pour réunir les gens pour qu'ils jouent ensemble. Et c'est un mode de jeu où t'es à 4 contre 4, donc il te faut 8 joueurs. Et ça te prend des temps infinis des fois pour trouver une partie, parce qu'il manque un seul joueur. Du coup, il y a quelqu'un qui part, du coup il en manque 2, puis là t'en as un qui débarque, donc il en manque 1. Et je sais pas pourquoi des fois ils lancent pas les parties à 3 contre 3. C'est des grosses énigmes que j'ai. Donc voilà, c'est un mode de jeu qui est pas optimisé, qui a quelques problèmes, mais c'est un mode de jeu dans lequel je pense vous allez passer de bons moments, peut-être pas forcément sur le long terme,
parce que je pense qu'au bout d'un moment, vous allez tourner en rond plus rapidement que sur les autres. Et si vous avez des amis, c'est sûrement le mode de jeu c'est un des modes de jeu avec lequel vous allez le plus facilement pouvoir jouer avec vos amis. Moi, je dirais... Et puis pour les complétistes à mort, là, ceux qui veulent compléter à fond, c'est le mode de jeu, plus ou moins le mode de jeu avec lequel vous gagnez le plus de sous qui vous permettront de débloquer les personnages. Je dirais dépendant de comment vous jouez, mais avec ce mode de jeu, c'est avec celui-là que vous pourrez plus facilement récupérer de l'argent. Okay. Justement, j'ai une question par rapport à ça, parce que moi, j'ai joué juste une fois à Rencontre héroïque, là, je sais pas en français, Heroes vs Villains. Ça. Moi, j'avais jamais des bons personnages à choisir. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas débloqué de personnages ou quoi que ce soit encore, autre que ceux qui venaient par défaut. Donc, je me faisais torcher complètement là, quand je jouais. Là. J'étais un seul avec un pistolet sur Camino. Tout le monde avait des sabres laser, puis regarde, j'avais aucune chance. Là. Ah, tout le monde avait la force ou quoi que ce soit. Et puis c'est parce que tu peux choisir qu'un seul personnage. Tu peux pas avoir deux Boba Fett. Tu peux pas avoir deux. En fait, c'est le premier qui va sélectionner le personnage qui va pouvoir le jouer. Et effectivement, t'as des personnages qui sont bloqués. Aiden Versio, par exemple, est bloqué. L'Empereur est bloqué. Dark Vador est bloqué. Ouais, donc ça, c'est des personnages qu'il faut acheter avec de l'argent in-game, de l'argent dans le jeu. Et donc c'est sûr que si tu les débloques pas, tu peux jouer contre, tu peux jouer avec, tes alliés peuvent le prendre, mais toi tu pourras pas le prendre. Exactement. Fait que j'ai juste réussi à jouer avec Yoda, parce que c'était le seul personnage qui était disponible avec un sabre laser, parce que tout le monde, quand j'ai joué sur Camino, tout le monde jouait avec des sabres laser. Moi j'étais le seul qui avait pas un sabre laser, fait que je me faisais ramasser, mais rare là. Tu sais, me faire lancer en dehors de la map dans l'eau, quoi que ce soit, ça arrivait tout le temps, puis c'était... Ouais, c'est ça, c'est pas tellement qu'ils jouent avec des sabres laser, c'est qu'ils jouent avec des personnages qui ont la force et qui peuvent repousser. Exactement. Donc, j'ai pas vraiment aimé mon expérience de Hero vs Villain. Tant que j'aurai pas des personnages débloqués, je jouerai pas vraiment à cette phase-là. Moi non plus, c'est pas un mode que j'ai joué une couple de fois, puis j'ai pas aimé ça, puis je suis comme non. Pour moi, Battlefront, c'est plus les soldats que les héros. Donc, non, moi non plus, c'est pas un mode que j'aime beaucoup. Ensuite, on a le mode Strike. Dans le fond, le mode Strike, c'est super simple à résumer. C'est comme le mode Assaut Galactique, mais beaucoup plus petit. Il y a aucun véhicule dans le mode. Puis c'est vraiment des objectifs plus petits aussi. C'est comme exemple, si je prends l'exemple sur la carte Takodama, l'objectif, c'est que le premier ordre doit aller chercher comme des données, comme mettons une clé USB, ça ressemble à ça, là, qui se trouve dans le château de Maz Kanata, puis ils doivent la ramener à leur vaisseau pour s'échapper de la planète. Puis donc la résistance, eux autres, doit empêcher ces données-là de s'échapper. Donc il y a juste un objectif par carte. Et au lieu de jouer, si je me rappelle, Assaut Galactique, c'est 24 contre 24. Strike, c'est 12 contre 12 maximum. Ou même, je pense que c'est 8 contre 8. C'est 8 contre 8. Ouais, c'est ça, 8 contre 8. Donc c'est beaucoup plus petit. Ça fait des combats beaucoup plus intenses ou beaucoup plus aussi ce qu'on appelle l'effet entonnoir. Comparativement au mode Assaut Galactique où la carte est tellement grande que il peut y avoir comme 2-3 endroits où que les combats se déroulent. Ben Strike, c'est tout au même endroit. C'est un mode qui est quand même, je le trouve quand même assez intéressant. C'est fun à jouer quand tu veux pas jouer sur une carte, tu veux pas jouer une partie ou une carte qui va durer 20 minutes, une demi-heure. Ça, c'est plus 5-10 minutes maximum. Puis c'est une bonne chose aussi, je trouve que c'est un mode de jeu qui est très facile à ramasser. Beaucoup de points puis beaucoup d'argent, de currency, là, pour justement débloquer les héros ou acheter les loot box, ces choses-là. Puis les différentes cartes, ben c'est les mêmes cartes qu'on a dans tous les autres modes. Puis le dernier mode de jeu qu'il y a, c'est le mode Blast. Julien, je sais pas si tu peux en parler vite, qui est le mode escarmouche en français. Déjà, juste pour nos amis francophones, là, ceux qui ont le jeu en français, Strike, le mode de jeu que vient de parler Jean-François, c'est frappe. Et le mode Blast, c'est le mode escarmouche. Donc là, le mode escarmouche, c'est ce qu'on peut faire de plus classique, c'est du 10 contre 10. Le but est de tuer les autres. Chaque équipe possède un compteur de vie qui descend. Donc à chaque fois qu'un joueur est tué, il décrémente le compteur de vie de son équipe. La première équipe à 0 a perdu. Et puis voilà. C'est un mode de base multijoueur. Dans n'importe quel jeu, là. C'est ce qu'on appelle... C'est un mode de jeu obligatoire. Tu peux pas sortir un FPS sans avoir ce mode de jeu-là qui traîne à quelque part. C'est du basique de chez basique. Exactement. Ce
qui met un terme au mode multijoueur. On a parlé brièvement du mode arcade. Danny, tu l'as mentionné. Je pense que c'est Danny qui l'a mentionné. Qui est dans le fond, qui c'est un mode, surtout un mode, c'est comme un mode de pratique, hein. Puis t'as différentes objectifs, mais t'as différentes missions. Que tu joues un héros différent pour chaque mission. Que encore une fois, ça te permet d'accumuler de l'argent et tout. Mais c'est vraiment là, c'est pas multijoueur, c'est solo. Où tu peux jouer 2 personnes mais sur la même console. Et non, tu peux pas jouer par internet, c'est seulement sur la même console, comme l'écran est comme divisé en 2. Puis c'est ça. Fait que ça c'est ce que contient le jeu. Maintenant, on ne peut pas parler de Battlefront sans parler de tous les déboires que EA a connus avant la sortie du jeu, à un point tel que Disney a contacté EA pour leur dire de surveiller leurs choses, parce que justement il est en train de mettre comme on peut dire une tâche sur la réputation de Star Wars et des jeux, surtout à un mois de la sortie du film Les Derniers Jedi. Le plus gros problème, c'était les microtransactions avec les loot box. Danny, je sais pas si tu peux nous résumer vite, c'est quoi le problème qu'on a vécu? Ouais, en gros, c'est que quand la version Deluxe est sortie, donc c'était une journée avant tout le monde, ou 2 journées avant tout le monde, les premiers joueurs ont découvert le système de microtransactions, donc les loot crates, puis il y a du monde qui ont commencé à payer pour avoir des avantages, puis vraiment les joueurs ont pas aimé ça. Bon, puis ceux qui connaissent pas qu'est-ce que c'est, en fait, c'est que quand tu joues, tu ramasses des crédits pour éventuellement t'acheter des choses in-game dans le jeu qui appellent les loot box. Mais il y avait une version, en fait, les loot box contiennent des upgrades sous la forme de star cards. Ils appellent ça les cartes étoiles, les star cards, pour tes classes de personnages, des vaisseaux, puis aussi pour déverrouiller des personnages héros. Bon, ça, tu pouvais soit d'acheter les trucs en jouant, donc en jouant beaucoup et en te ramassant des points pour faire tes achats dans le jeu, ou qu'est-ce que tu pouvais faire, c'est que t'as pas de temps de jouer, pas de problème, tu sors ton carnet de chèques et tu vas sur le site web pour acheter ces choses-là. Donc tu pouvais les acheter toi-même et avoir les avantages. Papy, on sort la carte de crédit quand même. Ouais, ok, la carte de crédit, oui, chèque, ok. Expression. Et bon, donc bien sûr, la majorité des joueurs étaient pas contents de ça parce que c'est un désavantage vraiment. Donc, première chose que EA a vraiment fait, c'est réduire le coût des personnages, de certains personnages, comme de réduire de 75% la valeur de Luke Skywalker puis Darth Vader, par exemple, mais ils ont gardé quand même le système de transaction. À ce moment-là, en Belgique, les autorités du jeu de la Belgique ont lancé une enquête parce qu'ils ont dit, dans Battlefront 2 puis même dans un autre jeu, Overwatch. Le système de loot crate était c'est considéré comme du gambling parce que c'est bien sûr, EA a dit non, voyons donc. C'est parce qu'en fait, normalement, les microtransactions, ça permet surtout, ça fait longtemps que ça existe, mais c'était surtout des trucs cosmétiques. Donc, tu t'achetais un habillement spécial ou t'avais des pistolets avec un look spécial, truc ou vraiment différent. Versus maintenant, que c'était pas seulement cosmétique, c'était plus te créer un avantage dans le jeu. Donc, justement, l'enquête était sur est-ce que c'est vraiment plus, surtout en se servant de Star Wars comme élément catalyseur, est-ce que ça fait la promotion des achats puis d'avoir un avantage pour être dans l'univers Star Wars, pour réussir dans l'univers Star Wars. Donc, c'est un avantage dans le jeu clair, net et précis versus juste du cosmétique. Donc, il y a eu une enquête à ce moment-là et c'est là que EA a décidé faut faire quelque chose. Je te laisse la parole, Julien ou JF, par rapport à la suite. Ouais, en fait, la loot box, ça fait des années. Alors, c'est encore plus vieux dans le jeu mobile. Dans le jeu mobile, c'est pratiquement comme ça qu'ils gagnent leur argent seulement. Ça fait, je veux dire, Counter-Strike, ça fait des années que t'as des caisses. Ça s'appelle ça des caisses. Dans lequel effectivement, comme disait Danny, tu récupérais des skins, donc soit un look pour ton arme, soit un look pour ton couteau, quelque chose. Donc, à part que ça soit plus joli à ton écran et à l'écran de tes adversaires, t'avais pas un intérêt.
Le problème, c'est que dans Star Wars, t'as le système de Star Card qui sont en fait 3, on va dire, améliorations que tu mets sur ton personnage. Et ces améliorations, elles ont des niveaux. Et le souci, c'est que plus ton niveau est élevé, plus cette amélioration est puissante. Et pour avoir des cartes, il fallait les gagner dans les loot box, dans des espèces de boîtes aléatoires. Donc le souci, c'est non seulement que tu achètes quelque chose sans savoir ce que tu vas avoir, parce que tu peux très bien dépenser des milliers d'euros et jamais avoir les cartes dans les boîtes que tu veux. Mais aussi le fait est que si tu tombes sur un mec qui a de ces cartes-là, il est techniquement parlant, il est plus fort que toi, donc à niveau égal, il va te déglinguer. Parenthèse quand même, dans le jeu, il y a une manière, EA a un peu contourné le problème. Tu peux créer une carte que tu n'as pas ou que tu voudrais, ou améliorer une carte, parce qu'en fait, il y a une monnaie, enfin c'est des pièces, quelque chose que tu récupères dans le jeu, que tu récupères dans les boîtes, en fait, dans les loot box, qui te permettent de créer les cartes qui te manquent ou de faire évoluer les cartes qui te manquent. Donc, il y a quand même une manière de le faire différemment. Mais la grosse problématique, en fait, qui est arrivée surtout quand ce qui a fait péter le scandale, c'est quand les gens se sont rendus compte de combien de points il fallait pour débloquer les personnages. Il y a un fan sur un site qui a testé, qui a estimé combien de temps il faudrait pour débloquer juste Dark Vador. Donc là, juste pour que les gens qui nous écoutent soient bien conscients de ce qui se passe, c'est que là, on est en train de vous parler du jeu à la sortie du jeu, pas le jeu actuel. C'est à la sortie du jeu, quand le jeu est sorti, Electronic Arts a trouvé que c'était pertinent pour quelqu'un qui ne paye pas de jouer 40 heures pour débloquer Dark Vador. Donc il fallait que vous jouiez 40 heures pour débloquer juste Dark Vador. Et vous rajoutez 40 heures pour débloquer un peu moins parce qu'il coûtait un peu moins cher, mais une trentaine d'heures pour débloquer l'Empereur, etc., etc. Donc vous aviez quand même un nombre d'heures de jeu juste pour débloquer le personnage qui était colossal. Et le site Star Wars, donc SW Tor Strategy, a même été plus loin, parce qu'en fait, eux, ils se sont basés sur l'estimation de loot qu'ils ont eu pendant le début du jeu. Et à partir de ces chiffres-là, ils ont estimé combien d'heures de jeu il aurait fallu pour pouvoir débloquer tout le contenu du jeu. Tout le contenu, c'est-à-dire toutes les cartes au niveau maximum, tous les personnages au niveau maximum, enfin tout le jeu, pour débloquer tout le jeu. À partir donc de la moyenne qu'ils avaient fait sur leur première partie, ils en ont quand même fait plusieurs centaines. Et donc, à la sortie du jeu, ils avaient estimé qu'il fallait plus de 4500 heures de jeu pour débloquer la totalité du contenu de Battlefront 2. C'est-à-dire que si jamais vous travaillez à temps plein sur Battlefront 2 à débloquer tout, à l'époque, il fallait plus de 2 années de travail, entre guillemets. Ça a pas de bon, ça. Donc là, forcément, quand les gens ont vu ça, quand ça a commencé à voir, les mecs ont fait, bah là, vous foutez de notre gueule, je veux dire, je vais pas payer. Et je vais pas jouer 40 heures pour débloquer Dark Vador. Donc qu'est-ce que tu fais ? Bah tu sors le portefeuille. Donc là, l'incitation à sortir le portefeuille était beaucoup trop élevée. C'est certain que personne va mettre 2 années de travail pour débloquer tout le jeu. Donc t'étais obligé pour débloquer tout le contenu de ton jeu de sortir la carte de crédit. Donc là, c'est ce que EA a fait. EA sort le jeu dans cet état-là et s'est dit, ça va passer crème, les joueurs vont n'y voir que du feu. Parce que c'est Star Wars, puis le monde va acheter, puis tout le monde Parce que c'est Star Wars, voilà, le monde va acheter, etc. Là, la polémique commence. Et alors après, ils se sont pris le retour de bâton, parce que c'est vrai que du coup, le problème sur Internet, c'est que quand une polémique commence, tu peux pas l'arrêter. Il n'y a pas vraiment de moyen de l'arrêter. Et là, ils ont pris ce qu'on appelle le bad buzz, donc la mauvaise publicité, si on veut, s'il le fait à peu près en français. Et beaucoup de gens se sont mis à complètement détruire le jeu sans y avoir joué. Ça fait boule de neige. En plus, faut rappeler que Battlefront 2 sort quand même au mois de novembre. C'est avant le film, ouais. Le mois de novembre, qui est un des mois les plus chargés en termes de sortie de jeu pour le monde du jeu vidéo. Hein. Je veux dire, c'est Star Wars, d'accord, mais quand t'es passionné de jeux vidéo, t'as largement de quoi faire au mois de novembre. Je veux dire, t'es pas obligé d'acheter Battlefront 2 pour t'amuser pendant un mois ou deux. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ça a fait un énorme ramdam, un énorme bad buzz, et Electronic Arts n'a pas répondu. Electronic Arts, à chaque fois qu'il répondait, ça arrivait à se mettre dans le trouble, je dirais, parce que à l'anecdote de il faut 40 heures pour débloquer Dark Vador, la réponse d'EA c'est on trouvait
que le joueur aurait un sentiment d'accomplissement plus important s'il fallait autant d'heures pour débloquer un personnage. Ben, c'est parce qu'ils ont fait l'erreur aussi de faire un AMA, ce qu'on appelle écoute, j'ai aucune idée c'est quoi en français, mais c'est un Ask Me Anything sur Reddit. Puis ils ont décidé de faire ça, les développeurs, ils ont décidé de faire ça au moment où justement la polémique était à son plus fort. Puis c'est là, comme tu dis, là, que ça a sorti que ben pour nous c'était un sentiment d'accomplissement puis tout ça. Puis là, oublie ça, là, ça s'est fait ramasser. Là. Ça, tu pourrais dire sur Reddit, qui est un forum, une sorte de forum, un endroit où les gens peuvent discuter. En fait, quand tu postes quelque chose, tu peux mettre un petit +1 ou un petit -1 là, tu sais, pour dire j'ai aimé le post ou j'ai pas aimé le post. Et il y a un community manager d'Electronic Arts qui a posté une explication de pourquoi fallait 40 heures de machin, etc. Bref, il a mis son petit texte qu'il a fait, qui a sûrement été vérifié par tout le community management d'Electronic Arts, et il poste ça sur Reddit. Et faut savoir que c'est le post qui aujourd'hui a le taux de vote négatif le plus élevé, ou l'un des plus élevés de l'histoire de Reddit. Il est à des années-lumière dans les fins fonds de Reddit. Donc si jamais vous voulez le chercher, c'est facile, hein, vous allez sur Reddit et vous cherchez le post qui a le plus de moins possible. Il y a vraiment EA s'est retrouvé tout seul, et c'est tellement retrouvé tout seul que, comme tu disais, Disney les a appelés en leur disant vous vous démerdez. Alors on n'a pas les propos exacts que Disney a dit, mais on s'entend qu'à un mois de la sortie de The Last Jedi, ou à quelques semaines de la sortie de The Last Jedi, Disney a dit vous vous démerdez pour que vous calmez l'histoire là, parce que moi j'ai un film qui sort là. Ouais. Donc voilà, c'est ça, la polémique c'était il fallait 40 heures de jeu à l'époque, et j'aurais dit encore, hein, là on est en train de parler du jeu à la moment de sa sortie, puisque aujourd'hui le jeu est bien différent, n'est-ce pas Jean-François? Ouais, exactement, donc suite à toute cette critique-là, mais surtout suite à l'appel de Disney, EA ont décidé d'apporter des changements au jeu. Donc le premier changement justement c'était d'empêcher tout achat avec de l'argent réel de lootbox. Donc on peut seulement se procurer les lootbox avec l'argent accumulé dans le jeu. Ils ont ensuite réduit de 75% le prix à payer pour débloquer les héros. Donc maintenant Darth Vader, je crois que c'est Darth Vader puis Luke, c'est 15 000 crédits. L'Empereur c'est 10, Léa, Chewbacca c'est 10 aussi, puis Eden Versio c'est 5000. Une chose aussi que j'ai aimé qu'ils ont fait, c'est que moi je m'attendais qu'avec le contenu téléchargeable de The Last Jedi, il aurait fallu payer pour débloquer Phasma puis Finn. Ce qui est pas le cas, sont débloqués tout de suite, donc on peut les prendre immédiatement. Dans le fond, il y a juste... Oui, mais le vaisseau qu'ils ont rajouté, par contre, il faut le payer. Ah oui, mon Dieu, j'avais même pas remarqué. Le A-Wing, ah oui? le A-Wing du film, là, il faut payer 5000 crédits pour le débloquer. Et voilà. On s'entend que les 5000 crédits aujourd'hui, c'est relativement rapide à avoir. Ouais, c'est ça, c'est à peu près 1 heure de jeu. Moi je compte, moi qui joue beaucoup à l'assaut au Starfighter, une manche, c'est-à-dire du début jusqu'au moment où il décompte les points, je fais à peu près entre 300 et 500 points, dépendant de comment est-ce que j'ai performé. Donc je fais entre 300 et 500 points, donc pour aller chercher un 5000, il me faut entre 10 et 15 parties. Je suis pas forcément peut-être pas le meilleur. C'est un peu moins parce qu'à chaque fois que tu atteins des objectifs du genre tuer 150 vaisseaux avec le chasseur, tuer 150 vaisseaux avec l'interceptor, ioniser je sais pas combien de vaisseaux, enfin bref, il y a plein de petits objectifs que tu peux faire pour chaque vaisseau, des espèces d'accomplissements là. À chaque fois que tu les fais, tu gagnes de l'argent in-game, donc en fait ça sera moins de parties parce que pendant que vous allez jouer, vous allez débloquer ces choses-là, et c'est à peu près... dépendant des accomplissements, c'est à peu près 1000 pièces pour un accomplissement. Donc je te dirais, c'est pour ça qu'au début t'as l'impression que ça va très très vite parce que t'as plein de petits accomplissements qui se débloquent et tu te retrouves à faire des parties à 1000, 2000. Quand t'es plus loin et que les accomplissements sont un peu plus longs à avoir, tu te retrouves à faire des parties à 300, 400, 500, sûrement beaucoup plus si t'es bien meilleur. Ça dépendra du niveau. Une autre chose aussi que EA a changé, c'est qu'avant le changement des lootbox, les nouvelles armes, si tu voulais avoir des armes différentes, quoi que ce soit, ça faisait partie des lootbox. Donc il y avait pas seulement les Star Cards, mais aussi les différentes armes qu'on pouvait avoir. Maintenant, les armes sont débloquées uniquement
lorsque ta classe de personnage que tu joues, donc mettons soit les soldats ou les officiers ou quoi que ce soit, augmente leur niveau. Donc ça te permet de débloquer les armes. Donc ça c'est un autre point qu'ils ont amélioré. Je dirais que les autres choses qu'ils ont je pense sont plus à l'écoute. Hein. Ils ont changé un peu leur tir, dans le sens que ils voulaient mettre vraiment le focus sur multijoueur. Mais là, il y a beaucoup de monde qui ont aimé la partie de la campagne qui était téléchargée avec The Last Jedi. Puis là, les développeurs ont dit vous savez, c'est quelque chose qu'on pense, on va sûrement en rajouter, on écoute, on est en train de changer nos plans de ce qui c'était originalement puis tout ça. Donc on sent que EA réajuste, ils ont pas eu le choix parce que cette polémique a tellement affecté le jeu que EA s'attendait à vendre 1 720 000 copies du jeu dans le premier mois, au mois de novembre. Ils s'attendaient à vendre 1 720 000 copies, c'était leur objectif. Ils en ont vendu seulement... C'est colossal comme chiffre. Ouais, mais ils en ont vendu seulement 882 000. Donc c'est plus de la moitié. Non, excusez, c'est moins de la moitié de leurs objectifs. Et vu les promotions qu'il y a dans tous les pays sur ce jeu, je pense qu'il y a d'énormes stocks de Battlefront 2 qui traînent partout. Ouais, durant les fêtes, le jeu, vous pouviez l'avoir entre 40 et 50 dollars la moitié canadien. Prix, ouais, c'est ça, la moitié du prix. Même encore à certains endroits, il est encore à rabais. Là, c'est plus une question des ventes. Hein. Là, c'est comme ils veulent augmenter leurs ventes. Puis je suis sûr qu'avec la sortie du film, tout ça, ils en ont vendu plus. Puis honnêtement, le jeu en ce moment est beaucoup plus fun que ce qu'il était au début. Même s'il y a encore des choses à corriger, comme on parlait au début de la rotation des cartes, tout ça, c'est des choses qui doivent améliorer. Mais si on compare à comment le jeu était à sa sortie, c'est beaucoup mieux. Mais c'est pas encore un point où ce que le jeu là, t'es comme wow. Non. Autre avantage aussi, si vous êtes un peu comme Danny ou même moi, c'est-à-dire vous n'êtes pas des experts du jeu vidéo. Un inconvénient qui devient un avantage, c'est que c'est un jeu qui est... il n'est pas compétitif dans le sens où vous n'allez pas avoir des gros joueurs... Il y a peu de chances que de gros joueurs restent longtemps sur ce jeu. Parce que il a plein de défauts en ce qu'on appelle le endgame, c'est-à-dire le jeu quand vous avez presque tout débloqué, qu'est-ce qui se passe après. Il est pas très palpitant, c'est vraiment un jeu fait pour les gens qui jouent de temps en temps et qui aiment Star Wars. Donc... il y a peu de chances que vous arriviez sur une map et que vous vous essayez de détruire par quelqu'un qui est exceptionnellement fort. Parce que si c'est quelqu'un qui veut vraiment jouer à fond, il y a de fortes chances qu'il soit passé sur un autre jeu. Parce que c'est pas le cœur de cible. Battlefront 2 est pas fait pour ça. Le public cible, oui, il y a des grands joueurs, mais c'est le joueur occasionnel aussi. Et puis c'est pour l'immersion aussi que beaucoup de joueurs vont... l'immersion dans l'univers et que beaucoup de joueurs vont jouer à ce jeu aussi. Ouais, exactement. Ouais, c'est pas pour les joueurs hardcore. Hein. Mais bon, faut quand même dire que Battlefront 2 est beaucoup mieux que le premier. Oui, oui. Celui de 2005, là, quand même, il y a quand même des grandes améliorations. Et clairement, on dirait qu'ils veulent faire l'effort de continuer à sortir des DLC puis de modifier le jeu. Du moins positivement, fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner aussi. Quand même, c'est peut-être le temps aussi pour ceux qui hésitaient, regardez le jeu à moitié prix, ça vaut la peine. Ouais, non, c'est ça, exactement. Quand même, pour qu'est-ce que c'est. Puis tout le contenu téléchargeable est gratuit. Oui, tout est gratuit pour l'instant. Je sais pas si on confirmé qu'il y aurait, pour les microtransactions, c'est suspendu, mais ils ont jamais dit que ça serait complètement retiré de Vitam Aeternam, par contre. Peut-être que c'est barré pour l'instant, pour que les joueurs puissent monter en niveau, puis après ils vont activer ça pour plus tard. Je sais pas s'ils vont fonctionner comme ça, mais c'est suspendu présentement. Ouais, c'est ça. Puis je sais qu'est-ce qui a été découvert dans le, tu sais, il y a du monde qui analyse les données du jeu, ce qu'on appelle du data mining. Là. Pour les jeux PC, ils ont découvert qu'il y a comme des items esthétiques qui vont faire leur entrée dans le jeu. Donc, mettons, tu peux avoir ton Stormtrooper qui va avoir les marques de la 501st puis des choses comme ça. Donc, d'après moi, quand ils vont ramener les loot box
avec que tu peux vraiment payer de la vraie argent, là, ça va être côté esthétique, ça sera pas côté avantage pour avantage, le jeu. Ouais, du cosmétique, ouais. Okay. Ouais, c'est ça. Ben, ça va être correct. Là, il va y avoir du monde qui va avoir un Stormtrooper rose. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Electronic Arts là est en mode gestion de crise, c'est possible que les lootbox ne reviennent jamais parce que ils sont trop en mode gestion de crise là. Là, ils sont en train de se racheter une image, ils sont en train d'éviter le désastre financier parce que le jeu leur a coûté super cher à produire. Ils sont en train d'éviter le désastre financier, ils sont en mode gestion de crise, ils sont en train de limiter les pots cassés. Donc, je sais pas s'ils vont remettre la lootbox un jour ou s'ils le font, ils vont vraiment y aller tout doucement parce que ils auront pas le droit à un deuxième essai. Hein. Et puis sérieux, je sentais qu'après l'appel de Disney, ils doivent se surveiller énormément. Et il faut vraiment qu'ils améliorent le jeu et que ça essayer de le conserver à succès au lieu peut-être de sortir une version 3. Le monde achètera jamais un Battlefront 3 s'ils réussissent pas à régler le 2. Parce que après le 1, il y a beaucoup de monde qui ont lâché. Après, maintenant, avec la controverse du 2, ça va être la même chose. Encore du monde vont diminuer. Si le 3, s'ils décident de sortir un 3, il y aura pas personne qui va l'acheter. Donc, il faut vraiment qu'ils réussissent à refaire leur image. Sinon, ils vont perdre la licence carrément, selon moi. Lucasfilm voudra pas rester avec eux. Puis je serais pas surpris que peu importe le move qu'ils veulent faire, faut que ça soit approuvé par Lucasfilm avant que puisse l'implanter comme ça. Là. Dernière chose qu'on veut mentionner pour le jeu, pour ceux qui ont joué la campagne et tout, il y a certains Easter eggs intéressants qu'on va juste mentionner vite. Donc l'opération Cinder qui est comme une grosse partie du jeu, ben on a entendu parler dans le comics Shattered Empire, la BD Shattered Empire qui était paru avant le réveil de la Force. Vite, on entend à un moment donné dans la première mission, Eden passe à côté où on voit Akbar qui est en train de faire comme une réunion finalement avec l'équipage, les pilotes, tout ça. Il mentionne le système galant qui était référé dans le roman de Léa, Moving Target. Puis dans le fond, c'est là que l'Alliance y avait mis une distraction pour de la flotte impériale juste avant l'assaut de la Death Star 2. Il y a une petite référence vite à l'univers Legend. Donc dans le château de Maskanata avec Han Solo, à un moment donné il dit t'es capable de te payer ce qu'on appelle la Merizen Gold, qui est un breuvage. Donc ça vient du livre Tales from Mos Eisley Cantina. Il y a des mentions de Black Sun, mention du Amiral Rax qui est dans la trilogie Empire's End. Aftermath. Oui, excusez-moi, Aftermath. Empire's End, ça c'était le dernier livre. Il y a aussi la mention du gouverneur, le gouverneur Adelaire qui était et le Bloodgate Iron, ça c'était dans le jeu Uprising. On entend le capitaine Antilles, comme on a mentionné, les origines de Del, il était un short trooper sur Scarif. Le compas de Luke que l'on voit dans les derniers Jedi. Et aussi, dernière mention, c'est Tin Kyrell du roman Star Wars The Lost Star, qui est mentionné aussi durant la bataille de Jakku. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est des Easter eggs. Donc, on a aussi reçu des commentaires des auditeurs sur notre page Facebook. On va pas toutes les mentionner parce que vous êtes pas mal toutes dans la même direction côté commentaires. On va juste donner une idée générale de vos commentaires puis peut-être en lire un ou deux là côté intégral. Alors, on pourrait lire par exemple Louis Harry qui a l'air d'être vraiment pour le jeu puisqu'il a dit, lui il dit excellent jeu Star Wars, très généreux en contenu et très immersif. J'adore la campagne solo et les cinématiques sont sublimes. Les vaisseaux sont parfaits, j'avais pas eu de sensation de pilotage aussi grisante depuis les Rogue Squadron. Les lootbox sont invasives, c'est dommage, mais ce n'est pas impossible de progresser. Ouais, je te rejoins pas mal sur les sensations Rogue Squadron, que c'est peut-être ce que je trouve. C'est ce qui m'attire, je pense, le plus sur les vaisseaux. Les lootbox sont invasives avec le système de cartes, ça on est d'accord, et effectivement, la campagne est magnifique. Bon, et plus haut, on a donné notre avis sur le reste, mais effectivement, Louis Harry a l'air d'être très content de son achat. Je vais lire aussi le commentaire de Philippe Riffaut. Il dit la polémique sur le jeu a failli me dissuader, mais ma compagne a eu la bonne idée de me l'offrir pour Noël.
je n'ai pas été déçu ni par la campagne ni par le multijoueur. Le système de lootbox était déjà désactivé aussi. Je n'ai pas pu y prendre part, ce que je n'aurais pas fait d'ailleurs. Mais avec environ 60 heures de jeu à l'heure actuelle, je trouve que les accusations de pay to win sont vraiment exagérées. Un joueur lambda avec des cartes niveau épiques restera toujours un joueur lambda. Il ne va pas performer à mort contre les autres parce qu'il a de meilleures cartes. L'aspect tactique de ce jeu est prépondérant, de même que le temps passé en jeu pour débloquer toutes les armes et toutes les classes. Un autre point positif que je voudrais absolument souligner, c'est que le jeu est toujours en cours de développement et que les DLC à venir sont toujours gratuits. Et voilà. Et on ne peut pas passer inaperçu les commentaires de notre co-animateur Sylvain, qui déteste complètement le jeu. Alors Sylvain, c'est fait, on t'a mentionné, tu voulais qu'on te mentionne. Il y a Tom and Rose aussi, qui est un de nos partenaires, un de nos collaborateurs, qui dit que le jeu le tente, mais qu'il va attendre qu'EA sorte le jeu complet avant de dépenser l'argent. Et en attendant, il a la Switch et il a Dragon Ball Z Fighter le mois prochain. Donc il a de quoi s'occuper. Mais ce qui est bon aussi, c'est qu'on voit dans les commentaires, hein, tout le monde est d'accord pour dire que le jeu est très beau, le graphisme est très réussi. Tout le monde parle beaucoup de la polémique au couteau des lootbox. Il y en a qui étaient d'accord, il y en a qui ont trouvé ça disproportionné, de la façon que ça a été parlé dans les médias. Beaucoup ont aimé la campagne. Donc c'est pas mal tous les commentaires qu'on a à propos du jeu. C'est bon de savoir que il y en a beaucoup qui ont aimé, qui l'aiment puis qui continuent à jouer. Puis je sais qu'il y en a moi j'ai des amis qui ont décroché déjà. Donc c'est ça. C'est pas fait pour tout le monde. Puis c'est comme tu dis, c'est plus pour avoir du fun puis d'avoir un côté immersif que de jouer vraiment là, comme si tu jouerais à Call of Duty ou Battlefield ou quoi que ce soit. Là. Puis d'avoir un jeu Star Wars, parce que malheureusement, vu que tous les jeux ont été annulés, Battlefront 2 c'est le seul jeu Star Wars qui va sortir, qui va sortir. Il y a rien vraiment en prévision, du moins rien d'officiellement annoncé. Ce qui avait été annoncé est annulé. Donc quand t'es fan de Star Wars et fan de jeux vidéo, soit tu passes en mode rétro gaming et tu vas te refaire un bon X-Wing versus TIE Fighter, soit malheureusement c'est un peu le seul truc que t'as sous la main, quoi. Donc je te dirais, si t'as besoin de ta petite piqûre de jeu Star Wars, il fait le travail. Il fait le travail. T'as quand même une campagne solo à te mettre sous la main. Honnêtement, j'ai vu qu'apparemment il est à 39 € en France. Ouais, je veux dire, la campagne solo c'est entre 5 et 8 heures, donc ça vous faites un ratio par heure et puis voilà, ça vous fait 4 € de l'heure. C'est moins cher qu'un cinéma. Donc ça le fait, ça peut le faire. Mais moi j'ai hâte de voir ça avec quoi les nouvelles cartes qui vont rajouter, les nouveaux héros. Donc on sait qu'il y a General Grievous qui est en attente à quelque part. Là. Il y a tellement de possibilités. Ouais, exactement. Côté héros, là, j'espère que il va y avoir des Jedi de l'époque de la guerre des clones, comme Anakin, Obi-Wan. Je suis surpris qu'ils sont pas encore là. Je pense que là, il faut je sais que c'est la période la plus populaire, là, la période de la guerre civile galactique. Mais écoute, le premier Battlefront, le Battlefront 2015, était consacré à cette époque-là. Là, ils ont beaucoup aussi mis le focus à cette époque-là dans le deuxième. Là, le contenu téléchargeable, pour moi, là, faut que ça soit focusé soit sur l'époque de la prélogie. Nouvel ordre. Ouais, et le nouvel ordre. Le premier ordre. Le premier ordre, excusez, ouais, la nouvelle, ouais. La nouvelle trilogie, ouais. Ben c'est bien quand même. Ils ont fait quelques cartes là, au moins dans cette version aussi de la prélogie. Ils ont réouvert les portes de la prélogie. Depuis l'achat de Disney, c'était le barrage total, donc. Alors ben c'est sur ce que nous allons conclure l'émission. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce que nous venons de discuter, soit par email à studio@starwars.direct, soit sur l'article de l'épisode sur le site web starwars.direct ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter et notre chaîne YouTube. Comment peut-on vous rejoindre, messieurs? Danny? Sur Twitter, à l'usager Danny Pépin. Parfait. Et Julien? Par courriel à julien@mintinbox.net. Parfait. De mon côté, je peux être rejoint aussi sur Twitter à GFDarkJedi. À nos prochaines émissions, je sais qu'il y a la rumeur
d'une bonne annonce pour Solo qui va sortir dans les prochains jours. Donc, il devrait avoir un épisode consacré à cette bonne annonce, Star Wars en direct numéro 143. On a aussi plusieurs autres. On veut faire une littérature sur certains romans et on veut faire un gamer sur les miniatures. J'en profite encore une fois pour remercier nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Holonet, siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Making Star Wars France, Génération Star Wars et Science Fiction. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.